Et bonjour, bienvenue à ce deuxième épisode de Balek, le podcast de Calmos où on s'en balèque un petit peu, c'est-à-dire qu'on on n'a pas honte de notre exhibitionnisme. Et voilà, donc on se fait une discussion entre copains à propos de sujets divers et variés, aussi sympathiques que la recette du boboon, comment est-ce qu'on prépare un whisky sour, ou les protestations, les manifs plutôt protestations, je me Jonathan Ifi en faisant du Van Damme, les manifestations de Hong Kong, bref, et aussi également un peu de tout ce qui a trait au monde culturel. En ce moment, on a d'ailleurs été assez gâtés, mine de rien, après un début d'année plus que morose, une saison des blockbusters absolument déprimante. On a eu droit à quelques perles. Avec moi aujourd'hui pour discuter un peu de tout et de rien, Aurélien et Camille. Salut les gars. Salut. Donc, est-ce que je suis le seul à être assez joyeuse de ce à quoi on a eu droit ces derniers temps? C'est-à-dire que quand je parle de ça, bien sûr, je fais référence au dernier Tarantino, je fais référence à la deuxième saison de Mindhunters. Également, il y a eu Parasite de Bong Joon-ho qui est passé. Oh, on pourra en discuter, tiens, parce que moi, j'ai pas été super, super fan. Moi, je Euh, l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, toi? Difficile. Je l'ai sur mon ordi, mais je l'ai pas encore regardé. Ok, ok. Bon, Aurélien, je demande pas parce que lui, je sais que c'est un inconditionnel de Bong Joon-ho, donc il n'y a pas Ah trop. ouais, ouais, non, pour moi, film de l'année. Euh, Ah, voilà, mais ça, c'est. On reconnaît là les racistes, les mecs. Dès que c'est des Asiates, de toute façon, les gars gagnent à tous les coups. Donc bon. Ouais, ça se discute, hein. Tu sais que j'ai toujours pas vu les deux ou trois derniers tueurs, hein. Oh, deux trois. T'as pas vu le Journey to the West J'ai pas vu le dernier Journée to the West. Je crois que le dernier que j'ai vu, ça devait être avant ou après la montagne du Tigre. C'est après la. Lequel? Journey to the West, c'est après la montagne du Tigre, C'est je juste crois. après la montagne du Tigre. Ouais. Ouais. Du Tigre, je m'étais fait chier comme un rat mort, quoi. Mm. Ah ouais? Mm. J'ai Et, trouvé ça énorme, mais bon. et je suis pas arrivé à le Si, mais terminer, justement, moi. comment? Moi, le truc avec Tueur, quoi, c'est que justement, tout à l'heure, on parlait de la censure communiste en Chine et tout ça, c'est que à un moment donné, c'était l'emblème et l'icône du cinéma hongkongais. Le cinéma défini principalement par son identité profondément subversive, en marge justement de l'industrie chinoise, de par son statut de colonie britannique. C'est le réalisateur tête de file du Parti communiste chinois. Et, et, et ça me dérange profondément. En fait, là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord, en fait, parce que je trouve que dans les derniers tueurs, ce que j'aime beaucoup, c'est que il joue le jeu de OK, je fais quelque chose qui paraît peut-être plus lisse, voire limite un peu plus flatteur pour le parti, mais je balance des petites crottes de nez comme ça en scred, et il fait ça dans tous ses films, et je trouve ça assez savoureux. Genre le détective D2 où il fait boire de la pisse aux puissants. Et pareil, la bataille de la montagne du Tigre, je trouve que c'est tout le film en fait qui est basé sur ça, où finalement, au lieu de comment dire, au lieu de se conformer à l'esthétique vraiment du parti, qui voilà, qui est celle de l'œuvre qu'il adapte en fait. C'est-à-dire, c'est une œuvre généralement, c'est très rigide de l'adapter parce qu'il y a toute une, comme j'ai dit, toute une esthétique, tout plein de codes en fait qui sont ceux du parti. Et Tuard qui se dit non, finalement, au lieu de faire le truc, voilà, le film de propagande un peu chiant et tout, ben non, finalement, j'ai plus partir sur une espèce de célébration de la bonne vieille aventure sans, ouais, sans recul politique, le truc très très sérial. Et ça, il le radicalise totalement lors des 10 dernières minutes du film, où c'est du pur pulp à la Indiana Jones, quoi. Au contraire, ce que là, son parti pris sur ce film, c'est d'enlever en fait la dimension propagandiste d'un récit qu'il était, quoi, et pour en faire quelque chose vraiment de beaucoup plus sérial et sur l'art de raconter une histoire et de divertir, quoi. Enfin, non, enfin, pour le coup, enfin, je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait ces derniers temps. Et Euh, disons, c'est plus le Choyark qui faisait l'enfer des armes, où on rappelle quand même que à la base c'était des histoires d'étudiants qui foutaient des bombes dans les cinémas. Si l'image est pas assez claire pour les mecs, je sais pas quoi faire. On parle de ce mec-là, quoi. C'est ça qui peut faire bizarre. Je peux comprendre Non, le mais point c'est de vue de ça, mais, Camille. mais c'est-à-dire on le retrouve toujours, mais il est obligé de le faire plus par la bande, en fait, de façon plus subtile. Et je trouve que c'est pas inintéressant non plus. Après, c'est sûr que oui, il est moins rentre dans l'art que quand il faisait Histoire de cannibale, où à la fin, cache, t'as le personnage féminin qui tend un cœur au spectateur, tu vois, et puis générique de fin. Enfin, oui, c'est sûr que voilà, il est moins provoque maintenant. Camille?
c'est au-delà d'une question de provoque, c'est même au-delà de l'enfer des armes. Enfin, quand tu penses à Tsuyark, le premier truc auquel tu penses en général, c'est quand même le Wuxiapian. Et le Wuxiapian, c'est le genre chinois subversif par définition. La racine du Wuxiapian, c'est au bord de l'eau. C'est 108 héros qui vont devenir des hors-la-loi pour ne pas avoir à servir un gouvernement corrompu. Et Stuark, maintenant, c'est Détective D qui sauve l'impératrice. Comment elle s'appelle déjà? Oula. Alors c'est laquelle d'impératrice je ne C'est sais plus. l'impératrice Wu? Ah, moi, je suis zéro Euh, là-dessus, hein. Désolé, je peux pas aider. Peu, Eh im- en bref, fait, peu importe, peu c'est importe. une impératrice. Qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est une impératrice. Ça me dérange. Ça me dérange un peu. Je trouve qu'il s'est beaucoup, comment on dit, fourvoyé, c'est ça? Je crois qu'il a pas vraiment le choix aussi. Le gars, il est pris entre le marteau et Il y a l'enclume. toujours, il y a le mec, à un moment donné, quand la nouvelle vague elle s'est cassée la gueule au début des années 80 et qu'il a été obligé de travailler pour Cinema City, il disait j'en avais marre, j'allais arrêter le cinéma. Il avait le choix, il a toujours eu le choix. Et à un moment donné, il a fait le choix de travailler pour le Parti communiste. Et le truc de Tuark, c'est qu'à la limite, moi ça me surprend même pas, ça a toujours été un opportuniste. Il a toujours été un peu lunatique à ce niveau-là, il réinventait un genre, et ensuite il te faisait 4 suites, et à la fin ça ressemblait plus à rien. Hey. Mais ça, c'est parce qu'il avait une position bien particulière où c'est non, lui qui était bah, la force motrice de toute la production hongkongaise des années enfin, milieu 80 et jusqu'au milieu des années 90. Pendant 10 ans, c'est lui qui a tenu la barre en termes de production, donc à produire à la chaîne, quoi. C'est Choyark, de toute façon, c'est un mec j'ai beaucoup de mal à avoir un avis sur lui, sur son cinéma, sur certains de ses films, il y a absolument aucun souci. Moi, j'en ai parlé plusieurs fois. De toute façon, il y a eu un divorce avec lui qui s'est fait, ben, naturellement et avec le temps, un peu comme on laisse derrière. On en avait déjà discuté, les influences dans lesquelles on a bercé, puis qui après on s'est totalement réapproprié. Mais c'est un gars effectivement très particulier, assez lunatique. Je pense que le Choyark qui dit j'ai envie d'arrêter le cinéma au début des années 80 et celui de 2010, on parle plus tout à fait du même gars. Et pourtant c'est toujours le même mec, comme tu le dis, ça a toujours été d'une certaine manière un opportuniste, mais il y a eu pas mal de mouvements aussi, hein, dans sa vie et dans son voyage aux États-Unis, les films qu'il a fait là-bas, son retour à Hong Kong. Il y a eu des gros blancs quand même dans sa filmo, sur les années 2000 surtout. Et ouais. mais, mais après, par contre, c'est vrai que sur les détectives D, c'est marrant comme quoi j'ai pas du tout la même lecture que Camille. Détective D, au contraire, je vois quand même un film qui sert, comme je disais, plus de façon plus en sous-marin, quoi, mais qui reste quand même assez critique envers le gouvernement, mais obligatoirement plus subtilement pour pas être trop repéré non plus. Mais par exemple, je pense au dernier Détective D, où en fait dans le film on comprend très facilement que la menace que les héros affrontent, c'est quelque chose qui a été généré par l'impératrice en fait, hmm. que c'est des actions inhumaines qu'elle a menées qui ont créé cette catastrophe. Et à la fin, en fait, tu as même une espèce de switch d'empathie où tu ressens de l'empathie envers les méchants qui sont en fait des victimes de l'impératrice. Et à ce moment-là, tu es beaucoup plus proche, tu te sens beaucoup plus proche d'eux en fait que de personnages de l'impératrice, où il y a pas mal de jeux sur le point de vue comme ça qui sont très bien sentis dans ces derniers films. Alors, Euh, Vas-y après, Camille. excuse-moi. Non, non, je t'en prie. Après, là, encore une fois, le truc de toute façon, avec l'industrie chinoise, c'est qu'elle est complètement lunatique elle-même, particulièrement au niveau de la censure. Euh, de la politique chinoise, c'est justement qu'ils qu'ils avilissent la Chine en 1949, d'avant la fondation du Parti communiste, particulièrement la Chine des Qing, qui est la dernière Chine que les Hongkongais ont connue. Et je crois que j'ai parlé de ça d'ailleurs dans un article, je sais pas si vous avez vu mon article sur Romance of Broken Swords. Oui, oui, j'ai vu. C'est l'idée que oui, alors l'impératrice, c'est un symbole d'autorité. Tu dis, il sauve l'impératrice, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il faut préserver l'autorité, il faut préserver le régime communiste chinois. Ça ne veut pas dire que
que le régime chinois ne soutient pas que les dirigeants des Chines d'avant 1949 étaient profondément corrompus. Il y avait le réal communiste, fil de tête, comment il s'appelait ce con le mec qui a fait, tu dois savoir ça toi Aurélien, le mec qui a fait Red Attachment of Woman et Two Stage Sisters. Putain. Comment t'as dit? J'ai pas entendu les titres. Two Stage Sisters. Ah, désolé de te faire répéter, mais je comprends pas le titre. Prononce-le à la française, ça sera plus simple. Un serial killer. Xie Jin, tu connais ce mec, Aurélien? Xi Jing, fin de nom. J'ai jamais vu ces films. C'était le réal chinois communiste. C'était le Ouais, réal. ah si, oui, j'ai vu un film de lui, La guerre de l'opium, ouais, qu'il a fait Voilà, dans les années justement, 90. Ouais. celui-là dont je veux parler, tu vois, t'as tout le truc. Il y a une lecture, c'est la guerre de l'opium, c'est tout le contexte de 1842 où les Britanniques ont créé une dépendance à l'opium en Chine pour pouvoir envahir le pays par attaquer la Chine, et par envahir la Chine et par défaire la Chine complètement. Et ils se sont appropriés Hong Kong en 1942, et c'est un traité qui a toujours été considéré comme inégalitaire. Ils en parlent dans une fois en Chine d'ailleurs au début. Et tout le truc, tout le paradoxe de ce film, c'est que d'un côté, il te montre la grandeur culturelle de la Chine et il te montre à quel point c'est tragique et dramatique que les Anglais chient à ce point-là sur la Chine. Et de l'autre côté, il te montre que les dirigeants de l'Empire Qing, ils étaient soit cons, soit incompétents, soit corrompus. Un peu le paradoxe toujours avec les films chinois. Mais moi, je sais pas, moi, dans les tueurs, je vois pas je vois bien sûr, je vois l'aspect subversif en sous-marin, mais dans l'ensemble, je vois aussi surtout un réalisateur qui était la tête de file d'un cinéma profondément subversif par définition, qui s'est complètement vendu à un système communiste propagandiste. Bah ouais, pour moi, je trouve qu'il se fait pas totalement vendu, étant donné qu'il arrive toujours à infuser un peu, voilà, ce qu'il a à dire, quoi. Enfin, c'est pas Zanguimou non plus. Enfin, voilà. C'est compliqué. Moi, je vais mettre un petit peu de Marx au milieu, pardonnez-moi. Mais ce qui est souvent intéressant dans les analyses historiques et géographiques de Marx et de Hegel, notamment par rapport à des gars qui font des analyses matérialistes de l'histoire, c'est que des continents comme l'Asie et l'Afrique sont des continents qui sont dans des temporalités fermées, où en fait il n'y a jamais de remise en cause de la roue en elle-même, mais une réorganisation de la roue à chaque fois. Pour moi en tout cas, et la seule subversion réelle qu'on ait connue, c'est-à-dire qui renverse complètement la donne, elle est possible qu'en Europe, parce que c'est un continent où se sont mêlées diverses, on va dire, traditions, entre les traditions latines, les traditions germaniques, et tout ce magma a créé une forme de subversion au sein de la populace. La Chine, c'est chaque fois une réorganisation des dirigeants. Il n'y a jamais de remise en cause du système même, de l'État en lui-même. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Et alors encore plus quand ensuite on est dans une industrie comme le cinéma, qui est quand même une industrie assez... maintenant, c'est népotique, mais ça a toujours été une industrie despotique, de toute façon, affiliée complètement à la valeur d'échange. Maintenant, je mets de côté Marx, tout va bien. J'avais une petite question sur Détective D3. À toi Aurélien, du coup, vu que tu es le seul à Oui. l'avoir vu entre nous, est-ce que, parce que je trouve souvent dans les films de Choyark, le point de vue de la populace est vraiment pas mis de côté, mais est très léger. On n'est jamais du côté de la population, on est plus souvent du point de vue d'un individu au milieu d'une situation. J'ai l'impression que son cinéma a un aspect très individualiste au niveau de ses héros, qui se mélangent, mais pas Bah complètement, qui après, gardent c'est tout le temps aussi ses que souvent distances. les héros chez Tsuark sont aussi des symboles. C'est-à-dire que des fois, il y a un personnage qui, par sa simple présence, peut représenter la populace. Euh, Je comprends, ouais. c'est... Mais après, pour répondre à ta question, dans Détective D3, c'est pareil, c'est un film, déjà, il a moins d'ampleur que le 2. C'est-à-dire que déjà, il y a moins de figuration, moins de décors, tout ça. Donc, c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression que ça se déroule plus
en milieu restreint, presque en huis clos par moment, donc il y a assez peu de personnages. Et donc, ça va être des personnages de politique, des personnages de flics, hein, comme dans le premier. Par contre, il rajoute un nouveau point de vue qui est le point de vue en fait spirituel et religieux avec des moines, et qui fait que le film, en fait, plus il avance, plus il se transforme en espèce de méditation philosophique un peu à la touche of Zen, mais revu à la sauce manga avec du visuel qui pète, très spectaculaire. Enfin, ouais, j'ai beaucoup aimé ce parti pris. Mais voilà, après, le point de vue de la populace, non, c'est comme dans les deux premiers, il n'y est pas vraiment. Hmm. Après, pour rajouter à ce que Aurélien a dit, ça c'est un truc qui revient c'est dans le genre du wuxia, et c'est la notion de jianggu et de monde des arts martiaux. Jianggu, ça veut dire rivière et lac, c'est le monde des arts martiaux où les bretteurs et les escrimeurs évoluent, et c'est un monde séparé du monde des gens normaux. Oui, oui, c'est un monde parallèle. Et là aussi, pareil, comme je disais tout à l'heure, c'est où dans lequel les personnages, en fait, ont plus lieu vraiment d'incarnation symbolique que de personnes crédibles, entre guillemets. Ouais. Ah, on est vite venu sur le cinéma HK quand même, hein. Félicitations les gars, vous avez... Moi je pensais qu'on y arriverait à un moment ou à un autre, mais effectivement, je le rappelle pour ceux qui écoutent, le Aurélien et le Camille, ce sont quand même deux brutasses encyclopédiques du cinéma asiatique, et chacun avec ses particularités. On rappellera que Camille fait un boulot depuis quelque temps assez énorme justement sur le wuxia. Donc, donc vous pouvez les écouter, hein, Et ouais, j'ai fait deux mémoires sur Tsuyark, donc Voilà, voilà. voilà. C'est un peu ma marotte Tsuyark, on dira. Ouais. Et du coup, vous remarquez quel être particulièrement doux Aurélien est, c'est-à-dire que Camille et moi, on bave un petit peu sur Choyark, et lui, il reste d'un zen assez hallucinant. On voit que... Moi, j'ai pas Après, de, j'ai je pas, veux dire, j'ai pas je de respecte soucis, les avis qui ne sont pas les miens, hein. Voilà, toujours- ça j'ai c'est beau. toujours, j'ai toujours énormément de respect pour Tuark, et de toute façon, moi j'ai toujours admis que c'était quelqu'un qui suivait beaucoup le courant, hein, de manière générale. Mais Qui lance le courant aussi. Pendant un temps, ouais. Oui. tu m'accorderas qu'il suit beaucoup ces derniers temps. Mais ce Ah, je qui me sais pas, parce que importe, c'est le premier Détective D, j'ai l'impression que c'est un peu le film qui a lancé un peu la vague du gros blockbuster chinois, mais enfin entre guillemets médiéval fantastique à CGI, quoi. Enfin, parce que j'ai l'impression que bah, justement Tsuyark avait tenté de lancer un peu cette vague-là avec sans le côté fantastique, mais avec Seven Sword, enfin vraiment, voilà, grosse machine wuxiapian qui s'était un peu plantée. Et que c'est 4 ans plus tard avec Detective D là, qui a bien marché, qui avait été un gros succès, qui a eu pas mal de récompenses critiques, genre l'équivalent local des Oscars, tout ça, et qu'à partir de là, ils sont partis vraiment dans toute une prod en fait, voilà, de gros films en costume. Et ouais, ça me faisait un peu penser justement à ce que Tsuyark avait pu faire, bah, justement avec Il était une fois en Chine, où à l'époque, bah, il y avait eu tout plein de films de kung-fu en costume qui avaient suivi, avec les Rogue Bloodshed, quand il avait lancé John Woo, après tu en avais eu toute une chier de films de flingue comme ça. Enfin, donc je sais pas s'il suit ou s'il lance toujours en fait. Il a ce côté, de toute façon, il a souvent été comparé dans les pages de HK Magazine, et je pense qu'il se trompait pas trop, à Steven Spielberg. Choyark, il a eu ce côté-là, justement, de donner une impulsion au cinéma hongkongais, et tout le monde suivait, en tout cas la production suivait derrière à côté, quoi. Tout- en tout cas, c'est bien parce que Aurélien, tu m'amènes à un truc dont je voulais parler de toute façon. C'est alors, tu Oui. prends Seven Swords, qui est une Ouais. production complètement hongkongaise. D'ailleurs, je crois, si je me trompe pas, c'est d'ailleurs le dernier wuxiapian produit à Hong Kong. Oui, mais qui Euh, a, mais qui a surtout été distribué et vendu en Chine, en fait. C'était un peu et mais ça fait son. Je veux le- dire, voilà, c'était un peu son passeport, quoi. Voilà, c'était son Ah, mais, ambition avec ce film. ouais, mais voilà, mais tu regardes Seven Swords, c'est l'histoire du gouvernement chinois qui essaye de réprimer les arts martiaux, et les arts martiaux, c'est quand même le truc qui a défini la culture cinématographique et par là même l'identité hongkongaise. Dick, qui sort en 2009, je crois que c'était 2009-2010, pas bref, peu importe. C'est ça, ouais. Et le Détective Dick, c'est déjà un film un peu plus ambigu. Mais moi, le truc dont je discutais par rapport à Romance of Broken Sword, c'est que
Les Chinois ont besoin de Hong Kong. Hong Kong, ça doit être, je crois, le port le plus important de la mer de Chine du Sud. C'est une porte vers Taïwan. Et toute la région est instable. Il y a beaucoup de rivalité avec les États-Unis. C'est Hong Kong, c'est quelque chose dont ils ont besoin. C'est un enjeu stratégique que si tu envahis, que si tu réagis à un système démocratique comme Hong Kong, de la même manière que tu réagis à Tiananmen Square, c'est fini. Tu perds tout. Tu n'as aucun contrôle sur ta possession. C'est fini. Donc, ils ont assimilé tout ce qui est subversif par rapport à la culture cinématographique hongkongaise. Et ils ont commencé, bien entendu, avec le Kung Fu Pian, et ensuite ils sont passés au Wuxiapian. Tu vois, on peut parler de Héros de Zhang Yimou, qui est un exemple évident, ou même des Trois Royaumes de John Woo, qui est lui aussi un film ambigu à ce niveau-là. Mais Tsui Hark, c'était vraiment le symbole du Wuxiapian, et ça a toujours été depuis 1987, depuis l'histoire de film chinois. Et ils se sont appropriés le truc. Et alors oui, que Tsui Hark fasse des trucs en sous-marin, pas de souci. Mais le truc déplorable, chinois, le contrôle cinématographique chinois s'est approprié ce genre subversif et utilise ce genre subversif à ses fins propagandistes. Ou pas. Au final, Ah ça n'a ouais, mais aucune. ça, après, c'est vrai que à la situation actuelle, bah, on peut pas y échapper, quoi. Enfin, là, pour le coup, c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que je pense que actuellement, au sein de la production chinoise, surtout en ce qui concerne le wuxiapian, tout ça, je pense que c'est tout simplement impossible de faire des films avec un sous-texte subversif ouvertement affiché visible. Et c'est pour ça que, parce que je disais sur Stuart tout à l'heure, je pense que dans la situation actuelle, il peut pas aller beaucoup plus loin, mais il continue quand même à le faire, même s'il le fait de façon, voilà, un peu moins visible. Alors que je pense qu'il y a pas mal d'autres cinéastes qui laisseraient tomber cet aspect un peu critique. Alors Stuart qui continue quand même à s'y accrocher, même s'il l'utilise pas de la même façon. Bah, il y a beaucoup de cinéastes hongkongais qui ont décroché tout court, de toute façon. Il y en a certains qui ont complètement disparu de la circulation. Ah oui, oui, il reste quasiment plus personne, hein, de toute façon, de l'âge d'or, hein, Stuart et Hanoi, quoi. et Stephen Chow. Stephen Chow. Oui, bah, après Stephen Chow, Comment? il tend un petit peu à défrayer la chronique, en fait. Il est un petit peu. Lui, en fait. C'est curieux, d'ailleurs, mais. Moi, Stephen Chow, ça reste ma petite Madeleine de Proust. À chaque fois que je vois un de ses films, je me rappelle ce que j'aimais énormément dans le cinéma hongkongais, dans ce que j'en ai découvert dans les années 90. Ça fait plaisir, en Déjà, tout cas. déjà c'est complètement con, ça se prend pas au sérieux. Toujours chaque fois que je repense à Stephen Chow ces dernières années, je repense à la scène dans The Mermaid, ouais, quand le gars essaie de décrire la sirène au flic. Oui, et qui font le dessin. Là, 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 là. Et ça Ah rappelle, ouais. et ça rappelle du Dragon Ball en plus, ça c'est assez rigolo. Il y a une scène dans Dragon Ball où Sangoku a croisé une sirène et il les dessine. Enfin bref. Oui, oui, mais tellement, mais en même temps, c'est pas étonnant parce que c'est vrai que Stephen Chow, les influences shonen qu'il y a dans sa filmographie, Exactement. c'est quasiment tous ses films. Mais ouais, dans The Mermaid, le gag qui m'a fait pleurer de rire dans ce film, c'est la scène où t'as l'homme poulpe qui se Qui se fait passer cuisine. pour un voilà, qui se fait passer pour un cuistot et qui cuisine ses tentacules et qui Et en chie, quoi, littéralement. Putain, mais j'en pleurais. Enfin, elle est magique, cette scène. il y a je retrouve aussi beaucoup de la violence de Sammo chez Stephen Chow. Il y a Ah oui, c'est énormément de. carrément cruel, Ouais, c'est oui. très cruel souvent. Le dernier, c'est quoi? C'est New King of Comedy? Oui, Hmm. Pareil, c'est un film d'une cruauté assez hallucinante, quoi. mais après, ce que je trouve dingue chez Stephen Chow, plus que chez Sammo Hung, c'est comment il manipule en fait le spectateur durant des séquences comme ça de cruauté où des fois d'un plan à l'autre tu vas te marrer et puis une seconde après tu vas vraiment ressortir de l'empathie et limite avoir la larme à l'œil, mais comme ça sans transition. Je trouve que c'est balèze. Je pense que c'est dans The Mermaid justement où tu as une scène comme ça où à un moment tu as un plan où tu as un personnage qui se prend, je crois que c'est une flèche dans le cul ou un truc comme ça, et la façon dont c'est fait c'est très cartoon, donc tu souris et puis là, tu as juste un panneau vers le haut.
Et là, tu découvres que paf, il s'en prend une dans la tête ou un endroit mortel, et là, tu rigoles plus du tout, quoi. Tu vois, Ouais. c'est juste en un mouvement de caméra, le mec il te retourne. Enfin, je trouve qu'il est très fort. Il est très 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 fort, hein. Ça fait des années qu'il y a une rumeur d'une suite à Kung Fu Hustle. Je la vois pas trop arriver. C'est Je toujours à crois que c'est l'ordre du officiel. jour, visiblement. Ouais, ouais, je serais curieux. Je crois que c'est en production en fait. Ah ouais, ah. Bah, et ça serait chouette si lui voulait bien revenir un peu devant la caméra. C'est ça qui est assez hallucinant. Moi, j'avais très peur quand il s'est mis à ne plus jouer dans ses films, à me dire on va perdre quelque chose. Et à chaque Ah, c'est un fois, sacré acteur, hein, putain. Ouais. ouais, c'est un acteur de folie. C'est enfin, c'est difficile à décrire à quel point il est bon, mais il faut voir ses films, hein, tous ses films à lui, et même les films dans lesquels il ne fait que jouer. Il est exceptionnel dedans. Mais pareil, je trouve qu'il est à l'image, son jeu est à l'image de sa réalisation. C'est Oui. qu'il passe d'un registre à l'autre comme ça, quoi, en un claquement de doigts. Enfin, Mm. C'est pas son film où lui, euh, Itaka, Ah oui, Love and Delivery, chef-d'œuvre. Oh, pas ce film. Comment? J'adore. je l'ai pas vu. Bordel, je l'ai pas vu. Ah, Donc, c'est génial. Là aussi, il y a un des gags les plus drôles du monde, quoi, dans ce film. Enfin, en fait, t'as une séquence où t'as un combat entre deux personnages. Et donc, en fait, c'est un combat en fait, qui est commenté donc, par des experts en arts martiaux. Et là, en fait, le combat, ça fait genre 10 minutes qu'il a commencé, et les mecs ils continuent à se regarder droit dans les yeux, voilà, en mode duel, mais il n'y en a aucun des deux qui a commencé à se battre. Donc, tu as les commentateurs qui finalement, pour faire croire pour des diffusions radio que les mecs sont en train de se battre, les types lisent des récits d'arts martiaux, en fait, qui décrivent un combat. ok. Et à un moment, tu as un des commentateurs qui fait tomber son bouquin et qui, à la place, ramasse un livre érotique et commence à Forcément. lire le truc. Et donc, tu as la situation qui change totalement, et la façon dont c'est fait avec les réactions des mecs qui écoutent la radio dans un ascenseur et tout, c'est très drôle. Enfin, beaucoup plus drôle que raconté par moi, en tout cas. Ah non, je vois C'est l'idée. Ah, mais il est fou ce mec. et c'est d'ailleurs en fait, et encore une fois, c'est un film. C'est c'est structuré comme une kung-fu comédie. Ça ressemble à une kung-fu comédie, mais maître et élève est différent. C'est pas une histoire. L'élève, il a pas besoin de se surpasser physiquement. Non, le maître, c'est juste un escroc. Il lui apprend qu'à tricher. Hmm, Oui, oui. ok. Réalisé donc par le co-réalisateur de King of Comedy, la version de 99 donc. Oui, Ali Dikshi. Ouais. Ah, Et ok. aussi, il est réalisé officieusement par Stephen Chow, Love and Delivery. Ok. Ah, aussi, pareil, aussi, t'as t'as toute une scène de combat avec des masques de Garfield qui est assez savoureuse. Oui, je me rappelle de ça, c'est énorme. Oui, c'est génial. C'est n'importe quoi. Waouh. Moi, le souvenir le plus vif d'un Stephen Chow des années 90, c'était Bon baiser de Pékin. Oui. Ah C'est oui. sa première réelle, non? Elle a Officielle. tout. Bah, alors, officiellement, oui. Officielle. Officieusement, c'est Love and Delivery, en Hmm. fait. Toute une scène complètement nawak dans celui-là, et je m'en rappelle comme si c'était dire, je m'en marre rien que d'y penser, où je sais pas quoi, il a une valise de gadgets et il prend une chaussure et il fait ceci n'est pas une chaussure, c'est un sèche-cheveux, Oui, oui. c'est un pistolet. La chaussure Oui, et la qu'après, chaussure qui fait rasoir, le rasoir qui fait Voilà, c'est sèche-cheveux, le n'importe sèche-cheveux qui fait rasoir, c'est ouais. La godasse qui c'est fait. pas dans ce film aussi. Ouais, c'est pas dans ce film aussi qu'il y a la lampe solaire, en fait, qui ne fonctionne que s'il y a de la lumière. Oui, il doit y avoir un truc comme ça. Un truc comme ça. Et il avait bien. Bah, je l'ai revu il y a pas super longtemps celui-là. Un peu au milieu, j'ai rematé quelques James Bond avec Sean Connery et j'ai rematé ça au milieu. C'est oui, forcément, c'est extrêmement savoureux et ça a tous les tics de ces films d'exploitation hongkongais au niveau de la réalisation. Je veux dire, ses capacités de metteur en scène ont grimpé au fur et à mesure et il a imposé son style. Mais dans ceux-là, il y avait vraiment tous ces tics de tournage de grand angle, de zoom approximatif et de travelling à la con. C'est ouais, Oui, bombé. les trucs qui sont techniquement pas très propres, mais hyper dynamiques. Oui, Bah, tout ce qui fait que j'aimais énormément. Et ben, oui, c'est ça. que j'ai eu aucun problème à découvrir tous ces films en VHS sur ma téloche à l'époque parce que limite c'était vraiment adapté pour ça. J'ai presque. Alors, attention, vous allez m'en vouloir presque, mais moi j'ai vu Il était une fois en Chine 1 et 2 après les avoir poncés en VHS pendant des années. Je les ai vus en salle. Et
J'ai pris beaucoup moins de plaisir en fait à les voir en salle qu'à les voir chez moi. Déjà parce que je les connaissais déjà très bien. Pas parce que c'est moins adapté au grand écran qu'au petit écran, hein. C'est pas du tout. Surtout les Il était une fois en Chine qui sont loin justement de tous ces tics HK de l'époque. Oui, c'est le grand luxe pour l'époque, pour Oui, c'est Hong. un grand luxe. C'est le début des années 90 en plus. Quand on voit les autres prods des années 90 un peu Bah, ouais, plus. les Wong Jing et tout ça, oui, Ouais, c'est ça. effectivement. Et ça m'avait fait bizarre de les voir en salle, ceux-là. Il y avait quelque chose, je me suis dit, je les ai peut-être trop vus déjà. Je ne découvre, j'ai rien découvert en le voyant en grand écran. Contrairement à l'impression que certains ont eu en voyant 2001 Mm. l'Odyssée de l'espace en salle, par exemple, où on te dit, non, non, mais ce film, si tu l'as pas vu en salle, tu l'as jamais vu, quoi. Tous ces films, HK, c'est ce que j'adorais, c'était tellement bien adapté à mon tube cathodique. C'était bon. Dire, c'est que tu ne mérites pas. Ouais, voilà, je mérite pas. Mais je Je mérite pas, mais c'est comme ça le mérite monde. pas. Le monde est fait comme ça, hein. Voilà, confiture pour les Mais, cochons. mais sinon, pour revenir à Bon baiser de Pékin, il y a aussi un truc que je trouve génial dans ce film, c'est le film qui reprend tous les codes des James Bond des années 60, mais qui finalement, au lieu de faire comme James Bond le gentleman anglais et tout ça, là c'est la version prolo chinois, quoi. Et donc tu as des scènes où vite il laisse tomber son costard, on le voit en tablier, pas coiffé, avec la clope au bec, qui est en train en train de dégommer les méchants avec un hachoir de boucher, quoi. Ouais, ça c'est tout le Et ça, début je trouve quand ça ils viennent. génial. Parce Oui. que à la base c'est pas un agent dormant, mais un mec qu'ils ont laissé un petit peu de côté parce que je sais plus ce que c'est. Mm. L'histoire, son père était un héros ou un truc comme ça. Et lui est agent dormant. Et effectivement, au début, tu le retrouves sur son stand enfin, son stand, en plus, c'est un truc à l'extérieur avec la viande faite à l'arrache où il s'est Avec la tapé. barbaque qui pend devant, C'est oui. ça, et où il y a une pute qui vient lui réclamer le pognon pour la passe qu'elle a dû lui faire, et lui file un bout de viande pour la payer, quoi. Où il lui dit non, mais moi j'ai pas couché avec toi là pour l'argent. Je croyais que t'étais amoureuse de moi. Enfin, la grande classe de Stephen Shaw avec les femmes, hein, qui a été assez Oui, en connue plus pour. cette scène, et en plus cette scène, il me semble qu'elle est filmée comme si c'était du Wong Kar-wai, tu sais, avec les effets à la Chungking Express, Oui, au avec ralenti. genre les personnages qui bougent à vitesse réelle, mais le premier plan au flou au ralenti, je crois. Exactement, exactement. Où lui fume une clope sur le côté. Non, il boit un martini avec son tablier de boucher, je crois, tout dégueulasse, Mm. et il est au milieu de la populace à boire son martini au ralenti. Et effectivement, ouais, j'ai repensé en le revoyant, ouais, l'époque Wong Kar-wai. La bonne époque Wong Kar-wai, mine de rien. Oui. Ouais, même si Grandmaster, c'était pas mal. C'est certainement avant qu'il commence à faire ces putains de films prétentieux de merde. Alors j'aime 2046, moi. Ah ouais, J'ai, c'est je crois que c'est le seul que j'aime pas du tout, Il 2046, en faudrait que. fait. J'ai pas vu Blueberry Nights. J'ai pas vu Blueberry Nights et j'ai pas revu 2046 depuis sa sortie au ciné. Donc, mais je sais que j'avais bien aimé. Il y avait des scènes qui sonnaient très justes. Alors, qui sonnaient plus comme un film occidental que comme un film HK, plus que comme c'est Chunking Express et Fallen Angels. Mais il y a quelque chose que j'avais aimé. Puis j'ai un petit truc pour Zhang quand même. Ça, faut pas. Mais après, c'est vrai que pour Wong Kar-wai, je dois avouer que je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est perdu avec Happy Together, en fait, dans son cinéma, même s'il y a des films suivants que j'aime bien. C'est qu'avant, il y avait un côté qui était extrêmement stylisé, mais par contre, les personnages paraissaient incarnés, quoi. Je veux dire, il y avait quelque chose de très vivant, en fait, dans la façon de diriger ces acteurs et dont les personnages étaient écrits. Et maintenant, je trouve que depuis Happy Together, il y a un côté beaucoup plus un peu froid, hiératique, avec des personnages moins expressifs, moins attachants. Enfin, je trouve que c'est beaucoup moins vivant ce qu'il fait maintenant, et donc ça me touche moins. Je comprends. Bah, hier soir, je me suis fait une deuxième séance de Once Upon a Time in Hollywood, et en rentrant, je sais pas pourquoi, j'ai voulu me faire du mal. J'ai lancé Amazon Prime et j'ai mis la série de Nicolas Winding Refn. Ah oui. Et tu vois ce côté désincarné et froid et poseur qu'on peut trouver chez Wong Kar-wai, l'autre connard là, c'est ce que tu peux faire de pire dans le genre. C'est le top du top de ça. C'est le. Ouais, alors que Pusher, c'était très vivant, quoi. J'ai pas vu les pushers encore. Faudra que je me pose dessus un de ces quatre, hein. Moi, Mm. j'aime bien certains de ses films. J'ai bien aimé son truc là en Thaïlande. Pas parce que je trouve que c'est un bon film, mais j'aimais beaucoup l'inspecteur là. L'inspecteur Ah Thaïlande. oui, mais ce personnage, il est tellement porte-nawak. Enfin, j'aime pas le film, mais je dois avouer que lui, quand même, C'est ça. Il y a lui au c'est-à-dire milieu. le mec qui a un katana magique.
Et oui, C'est-à-dire, t'as des plans, tu le vois de dos, et tout ça, et le mec, il est pas armé, puis d'un seul coup, il met sa main dans le dos, il ressort un katana magique et il euh, tue des gens, et tu fais waouh, c'est qu'est-ce du que c'est que cette Takashi, chose? c'est quasiment du Takashi Miike à ce niveau-là, hein, au niveau de la débilitude. Mais j'avais aimé le film juste pour ça au milieu. Bah après, voilà, t'as des glandus, c'est ça, des gens qui ils font rien, ils restent là, ils te sortent une phrase de plan, reste 10 secondes sur eux après qu'ils aient terminé, et ça passe sur un contre-champ où quelqu'un met le même temps à répondre. Donc c'est pas étonnant parce que là, sa série sur Amazon Prime au Refn, c'est des épisodes d'1 heure et demie, hein. Je crois qu'il y en a 10, un truc comme ça. Oui, il y en a 10 et apparemment, il paraît que tous les enjeux, toute l'histoire est bouclée à la fin du huitième et que donc les deux derniers, c'est des épisodes limite, des épisodes bonus où là, il prend la pause sur vraiment du vide puisque tout a été raconté. Oh Et bordel. apparemment, c'est assez insupportable. Bon, je dis apparemment parce que je les ai pas vus, mais ouais, non, je crois qu'une Oh. dizaine d'heures de ref en mode full autiste comme ça, je pourrais pas, Si t'as hein. envie, si t'as envie de te punir, voilà. Moi, je sais pas pourquoi, je me suis dit, j'avais pris trop de plaisir en rematant le film de Tarantino. Je me suis dit, c'est pas bien. Il faut te mortifier un petit peu. Regarde du Refn, quoi. Et du coup, je me suis endormi. Donc ça marche très bien. Mais Tu m'étonnes. par contre, il y a Darius Khondji à la photo sur certains épisodes. Oui, non, mais ça, de toute façon, ref, Eh, même Only God Forgives, hein, que j'aime pas trop, enfin, la photo est très belle, quoi. Je veux dire, c'est. Le type, il sait composer un plan et sculpter avec la lumière, quoi. Ça, ouais, c'est évident. tu voulais dire qu'il sait choisir de bons collaborateurs ou Oui, voilà, c'est ça. Parce que- il me semble que ça Non, et puis ressemble. même, après, je veux dire, un film de ref, tu reconnais quand même comment dire, une identité visuelle, même quand c'est pas le même chef-op. Donc, je pense que ça vient aussi de lui, d'une certaine Ouais. façon. Quand ça Voilà, on ressemble, va pas lui enlever ça. quand ça ressemble à une pub pour du parfum, quoi. Et que c'est Non, mais chiant, ça, non, mais ça, putain, comment il s'appelle ce film? Néant de démon. Ouais, Neon Demon, ça, c'est son pire, quoi. C'est vrai que c'était chiant. J'ai essayé, hein, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai remis parce qu'un pote m'en avait parlé, m'a dit ah si, moi j'ai bien aimé ça, ça, ça. Je fais bon, je retenterai, je retenterai. Même mon frère m'avait dit qu'il avait bien aimé. Putain, j'ai ramaté, j'ai dit non, non, définitivement, c'est nul. C'est comme Ennemi de. Comment il s'appelle là Ah, ouais, Villeneuve, ouais. Villeneuve. Je l'avais vu une fois, j'avais C'est un pas gros, aimé du tout. Comment un putain de gros branleur aussi, celui-là. Oui, je plus sois. Euh, Alors, faudrait que je regarde son truc Incendie. Tout le monde m'a dit, il faut voir celui-là, c'est un très bon film. Moi, je laisse je toujours le pense pas, bénéfice du doute. je pense pas que c'est un mauvais réalisateur, mais parler, mais c'est vraiment un branleur, quoi. Bah, Le mec, il est là, il est en train de se la péter avec son dune. T'as envie de dire, mais Coco, à un moment donné, si Lynch il s'est cassé la gueule, c'est pas toi qui va réussir, hein. bah, le truc, c'est qu'une fois de plus, je pense que Alors, lui, je pense qu'il manque Villeneuve, je pense qu'il manque de personnalité en tant que réal. Mais je pense que le problème, c'est qu'il s'est énormément fait sucer la bite par toute une partie du public qui est toujours en manque d'avoir un nouveau messie cinématographique. Et lui, d'un coup, il a été révéré parce que... C'est quoi le film qui l'a vraiment lancé déjà Ou, Ah, c'est soit Sicario, soit Prisoners. Enfin, c'est avec ces Ouais. deux-là que ça a commencé, j'ai l'impression. Prisoners, c'était cool. Par contre, le mec, un des trucs qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'à chaque fois, il a des castings au top, quoi. Il sait prendre d'excellents acteurs. Non, pas tout le temps, parce que Ah, Blade Runner 2049, ils sont tous très mauvais dans ce film. ah, câblé. T'as Harrison Ford, t'as l'impression qu'il vient de se réveiller, qu'il a pas encore pris sa douche, tu sais, C'était et la. que ça le fait chier d'être là. C'est pas T'as pour de Jared vrai. Leto, qui est en mode full cocaïne, qui fait n'importe quoi, Ouais. et t'as Ryan Gosling, en fait, on a l'impression qu'il imite un paresseux de Zootopie. Non, non, ils sont tous très mauvais dans ce film. J'avais oublié. Mais c'était bon. Enfin, non, Harrison Ford, de toute façon, c'était la condition, hein, pour qu'il tourne le film. C'est ok, mais vous tournez chez moi l'après-midi et je garde mon t-shirt que j'avais pour pioncer. Donc, c'est C'est Mais, seulement ça. c'est Harrison mais Ford voilà, mais d'aujourd'hui, quoi. Sicario, par exemple. Moi, pas de souci avec Sicario, c'est un bon film. C'est un peu chiant, quoi. Mais par contre, Ah, Sicario 2, ah là, c'est une autre histoire. c'est très bon, Sicario 2. Ouais, forcément. Et c'était Là, étonnant. t'as un vrai réel derrière. Et Un branleur. le film a moins fait parler de lui. Quand j'avais fait l'interview de Carpenter Brut, justement, je lui ai fait, mais t'as vu le 2? Il m'a dit, bah non, parce que c'est pas Villeneuve. Je lui ai fait, ah bah, mais tu te trompes. Et il y a plein de gens qui sont passés à côté, justement parce que c'était pas Villeneuve. Villeneuve est devenu une marque, en fait, en quelque sorte. Comme Alors ça a c'est été le cas dommage. pour nous. Ben oui, oui. C'est dommage Sauf que, parce que Soulima, il a une sacrée filmo en fait, hein. Pour l'instant, il a fait que 3 films, mais je trouve que c'est vraiment 3 films de qualité, quoi.
Mais Solima, ouais, ouais. il passe totalement inaperçu ce type. J'espère que son prochain, qui est apparemment c'est un western spaghetti qui est basé sur un projet De son je père. crois que oui, de son père. Je crois que c'est les premiers G avaient été écrits dans les années 60. Je sais plus si c'est Ernesto Gastaldi ou Fernando Di Leo. Enfin, en tout cas, c'est un grand auteur de l'époque, et que c'est en fait c'est l'histoire d'un flingue qui passe de main en main. Il y a tout un passage en fait où c'est des gamins dans un petit village mexicain qui se passent le flingue, qui essaient de faire des larcins, tout ça. Ça, ça fait plutôt envie en fait. Cool. Ah, cool. Je crois que j'avais entendu qu'il faisait un western, mais j'avais pas eu le détail. Chouette. Histoire originale de Sergio Leone, en fait. Ah, ça va Oui, forcément. ça avait été développé pour Sergio Leone, et je crois qu'il avait participé, oui, effectivement. Ah, le gros Et Sergio. tout à ce que la communauté, à ce que la fandom et la communauté geek le détruisent complètement. Ça va être de la merde. Et ça va être de la merde à un niveau fondamental parce que d'une, c'est pas adaptable en film. C'est compliqué, effectivement. Compliqué. Oui, et en plus, c'est surtout pas adaptable par un type comme Villeneuve, quand même, que quand tu vois ses films, il a un gros balai dans le cul. C'est un mec, il a énormément de problèmes avec l'imaginaire, la fantaisie, ça, et quand il fait Dune, enfin, faut y aller, faut être un peu plus décomplexé que Monsieur Villeneuve, je pense. C'est Mais marrant parce que c'est pas le seul problème, en fait. mais je pensais à Nolan aussi quand je pensais à Villeneuve. Il y a eu le même genre d'emballement sur Nolan à l'époque où tout le monde y voyait une fois de plus un nouveau grand messie du cinéma. Et moi j'aime beaucoup le cinéma de Nolan, hein. Tous chacun alors comment dire, chacun dans ce qu'ils essayent de faire, mais Villeneuve, il y a eu le même genre d'emballement que sur lui, et les deux ont un problème avec l'imaginaire. Que Nolan, c'est avec l'imaginaire et avec l'émotion. Remarque chez Denis Villeneuve Oui, aussi, hein, oui, c'est l'émotion, c'est encéphalogramme plat. Petit à petit, j'ai eu l'impression que ça venait, qu'il y avait quelque chose qui venait, donc peut-être pas impossible que chez Villeneuve, ça le fasse, hein, mais... après, le souci sur Dune, effectivement, je suis d'accord avec Camille, c'est quasi inadaptable, quoi. Le truc, c'est. oui. Faut une série à la Game of Thrones, quoi. De toute façon. Et il faut un réal d'un calibre un petit peu supérieur. À un moment donné, enfin, moi, c'est ça qui m'agace. Jodorowsky s'est attaqué, il s'est Ouais. cassé la gueule. Vu le truc, il a fait laissez-moi tranquille. Il s'est cassé la gueule. Ah, désolé, mais Denis, rentre chez toi, quoi. Retourne au Québec. Et Dune, en plus, Mais avec bon. un des co-scénaristes de Prometheus et le scénariste de Doctor Strange. Voilà. Vas-y, Ah, ben ça sent bon. je te passe la balle. Et oui, et Screen Story du dernier film The Mummy, ce film inoubliable. Non. Voilà, voilà. Donc c'est bien parti, hein, c'est bien parti. Ah là là, Hollywood. Enfin bon. Oui, bah après, sur un malentendu, on n'est jamais à l'abri qu'un mec qui a fait que de la merde d'un coup fasse un truc cool, quoi. Allez savoir. L'industrie, elle est très bizarre. C'est une des. Pour moi, en tout cas, on va l'évoquer vite fait. C'est un des trucs aussi qu'on retrouve dans Once Upon a Time in Hollywood, où justement, t'as cet acteur Rick Dalton qui a aucune conscience de son travail, de ce qu'il doit faire, et qui a un sursaut à un moment, et où il veut vraiment s'y mettre, quoi. Et il arrive à Oui, mais ce donner qui est quelque chose. génial, parce que oui, le passage où il joue comme si sa vie en dépendait et qu'il livre une performance énorme, alors que c'est pour une série de seconde zone et que C'est ça, personne ne le remarquera vraiment, quoi, oui. c'est ça, c'est ça. Les gars, je vous arrête tout de suite, je l'ai pas encore vu, moi, le Tarantino. Ah, ok, donc Oh, on va pas oh trop là rentrer dans le là. détail. Ah, on n'ira pas dans le. Comment t'as fait pour pas encore le voir? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Là, je travaille tout le temps à l'instant si j'ai pas le temps. Ah, ok, ok, ok. Bon, on ira tout doucement. Alors sur le Tarantino, pour moi il y a quelques trucs à spoiler. Du coup, j'aime autant rien dire, quoi, parce que le film réserve énormément de choses pour ceux qui n'ont jamais vu et ont aucune info dessus. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Ton Oui, frangin a adoré, en tout cas. On en discutait encore hier. Je sais, là, il m'envoie un message sur 5 minutes, mais t'as vu le Tarantino? Parce que si tu l'as pas vu, je te parle plus jamais. Ouais, ouais, J'ai fait la même à mon frangin hier, quoi. ouais, ouais. Moi, j'ai engueulé mon frère parce qu'il a attendu le samedi au lieu d'y aller le mercredi, voire le jeudi, parce que le jeudi c'était férié. Il est même pas allé tout de suite, quoi. Donc, hallucinant. Les gens, je vous jure. Bref, on sait jamais. Villeneuve peut aller savoir Dune. En plus, le premier Dune, le premier tome, est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant
Non, pas du tout. dans la saga, quoi. C'est même le truc le plus basique parce que c'est un truc d'exposition, quoi, quasiment. En plus, fondamentalement, c'est Game of Thrones, hein. Eh oui. Eh oui. Histoire. Ah oui, 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 Martin, il a beaucoup aimé le taf de Herbert. Beaucoup de monde hein, a beaucoup aimé le taf de Herbert, si on regarde bien. Steven avait aimé aussi. Et enfin, surtout, moi, j'attends le jour où quelqu'un entreprend la folle entreprise d'adapter le Dieu Empereur de Dune, en fait. Ouais, non, mais celui-là, c'est pas... c'est... tu- Déjà, ton personnage principal, c'est un ver géant. Et obèse, énorme, dégueulasse. Puis il est un Ah, peu ça sera pervers. Pixar. Il aime bien regarder les jeunes filles, non? Je me souviens. Ah, ah. Non, justement, il est super détaché. L'Empereur Dieu de Dune, en roman, c'est un des bouquins les plus mélancoliques que j'ai lu de ma vie, quoi. Moi, j'ai mis un peu de temps à m'en remettre de l'Empereur Dieu. J'ai pas pu enchaîner. Je dis une connerie, heureusement, ouais. Pervers, Pervers? Qui ça? Quoi ça? c'est le pervers. Ah, oh, Oh. oh, oh. Ok, bon, on va la laisser planer quelques secondes, cette blague. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, putain, pardon, allez-y, hein, parce que d'une, derrière, vous retrouverez énormément de choses que vous avez vues ailleurs. Vous retrouverez à peu près toute la carrière de scénariste de Jodorowsky en BD dessus également, parce que hein, le gars, il a surrentabilisé l'échec de son adaptation. Je peux pas me blairer Jodorowsky, pardon. J'ai beaucoup de problèmes avec lui. Énormément de problèmes avec lui, et avec son cinéma d'ailleurs. J'arrive pas. Ouais, J'adore son cinéma jusqu'en 1989, en gros, jusqu'à Santa Sangre. Et puis après, voilà. De toute façon, qui est un chef-d'œuvre pour moi. Enfin, en tout cas, je Sa- pense que c'est son plus beau film, hein, Sa- Santa Sangre. Santa Sangré, je l'ai vu à une soirée projo étudiante à Lyon et je me suis cassé au bout de 20-25 minutes où j'ai dit non, j'arriverai pas là. L'image était tout était dégueulasse en fait, c'était sale et je me sentais sali. J'ai dit non, mais je veux pas ça là. Donc, C'est bizarre parce que non, il est beau. Enfin, il est soigné visuellement c'est, ce film. Il y a il- même des passages vraiment où tu sens une grosse influence de Giallo. Enfin, c'est sophistiqué, quoi. Enfin, je pense c'est que bizarre. c'était une soirée étudiante dans une petite salle avec un projo dégueulasse. C'est peut-être ça aussi qui a mais je joué. cherche pas. Une copie de merde. Moi, moi, la contention avec Jodorowsky, c'est que même si j'adore ces premiers films, c'est un énorme branleur, hein. C'est Et un, t'écoutes c'est un ses charlatan. commentaires, C'est un charlatan, Jodorowsky. Il a fait ses cas. c'est plus qu'un charlatan, c'est un gros. C'est un branleur et un mythomane. T'écoutes ses commentaires audio sur la montagne sacrée, c'est amour et de rire. Il part dans des délires. T'as une scène où t'as des types, de 3 mètres. Elle fait oui, il y a une raison pour laquelle c'est dans le film, c'est une raison très importante, c'est parce que il y avait des théories scientifiques qui disaient que si tu chiais de suffisamment, tu pouvais produire de l'électricité. De quoi tu parles? Mais t'es fou, quoi! C'est Jodorowsky, hein. Si tu te baignes dans une baignoire avec le sang des règles de ta mère, tu peux revivre ta naissance. Enfin, c'est les délires de Jodorowsky avec les actes psychomagiques et tout ça. Parce que moi, je suis allé me faire tirer les tarots 2 fois par Jodo à Paris. Ah ouais? Ouais, 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 2 fois. J'étais allé notamment avec mon ex, à qui il avait donné un acte psychomagique à faire, qui a fonctionné. Je ne dirai pas lequel. Je ne dirai pas quoi, parce que c'est Jodorowsky. Donc vous vous doutez bien que c'est des histoires de cul. Et ouais, il était dans des délires comme ça. Et Jodorowsky, moi, le moment où je me suis dit, ce gars, c'est vraiment un charlot, c'est qu'il m'avait taillé, parce que c'était à l'époque où j'allais faire des cérémonies d'ayahuasca, et lui m'avait dit, ce truc-là, c'est de la merde, il faut pas y aller, c'est des sorciers, c'est des sorciers. 5 ans après, j'entends qu'avec Kounen, il va se faire des cérémonies en Amazonie, et que c'était devenu sa nouvelle marotte. Ouais, ok. Donc, On va voilà. chercher. Ouais. C'est un Charles. C'est un charlot très intéressant parce que il l'a jamais nié en tout cas il y a un titre d'un de ses bouquins, c'est La tricherie sacrée. C'est exactement le genre de délire dans lequel il est entre le côté mystique, le côté
un peu comme les soigneurs, comme il y a à la fin de Man on the Moon, où Kaufman va se faire soigner par quelqu'un, et en fait il se rend compte que c'est une supercherie, c'est un effet de Oui. mise en scène pour te faire croire à. Donc tromper la conscience pour aller travailler dans l'inconscient. C'est ça le délire avec ces actes psychomagiques et tout. Ou un exemple qu'il y a dans son bouquin La danse de la réalité, est assez intéressant parce que c'est autobiographique, où il explique certains des cas avec certains de ses patients, notamment quelqu'un qui a des problèmes avec du pognon, et lui le conseil c'était vous prenez une jarre pleine de pisse et vous la laissez sous votre lit pendant une semaine, et vous dormez là tous les soirs. Et le gars, Ouais. au bout de 2 jours, en pouvait plus parce que ça empestait la pisse Ah, et achetait le j'imagine. truc. Et dans l'inconscient, c'est censé produire l'idée que si tu veux que l'argent rentre, il faut qu'il sorte, donc il faut que ça circule. Donc tu peux pas le laisser stagner. Vous voyez le délire un petit peu? Mm. Donc il est dans des machins comme ça. Aujourd'hui, je sais pas où il en est. De toute façon, je sais même pas s'il fait encore les tirages de tarot à Paris. C'était 5 euros au moins, ça c'était honnête. Ça c'était honnête. Il a 90 ans, hein. Il a 90 ans, ouais. Ouais. Euh, Après, enfin, j'étais longtemps un gros fan de Jodorowsky. J'adore ses BD. Hmm. Mais moi, le truc où j'ai fait, ah, c'est bon, c'est film de merde, là, comment ça s'appelait? Euh, Ce Alors, truc, les- La danza de la realidad. Ah oui, Et c'est il a récent fait ça. une vidéo tout nu en disant qu'il faisait pas des films pour de l'argent. Ouais. Bon, je dois rentrer chez toi, putain, sans déconner. Hmm. Ah, j'avais bien aimé le film La danse de la réalité. Bon, Ouais, après. moi, je m'en suis tenu loin parce qu'au bout d'un moment, ça m'a gonflé, mais un jour ou l'autre. Déjà, faudrait que je me. Mais d'ailleurs, je pense que Jodorowsky serait flatté à propos de ce que je pense sur la sur la danse de la réalité, parce que il y a quelque chose dans ce film qui m'a un peu fait penser à l'Empire du Soleil de Steven Spielberg. Donc ouais, Jodo serait flatté vu ce qu'il dit de Spielberg. Ah, il en dit du bien, lui, il aime Non, Spielberg? non, 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 c'était Ah! ironique. C'est Jodorowsky, Ah! en fait, Il dans une des déteste. interviews, il disait que Spielberg c'était le mal et que un de ses grands souhaits c'était de tuer Spielberg. Ouais, il a dit ça texto. Et en fait, dans la danse de la réalité, tout le film est basé vraiment sur les horreurs de la guerre, finalement, vues à travers les yeux d'un gamin. Et donc, une espèce de réalité modifiée, en fait, par la subjectivité donc, du gamin qui voit ça et qui n'a peut-être pas le recul en fait pour comprendre ce qu'il a face à lui. Et c'est un peu le même principe que l'Empire du Soleil en fait. C'est pour ça m'a fait sourire en me disant tiens, un film de Jodorowsky qui me fait penser à un film de Spielberg, il serait content. Ouais, tu m'étonnes, c'est la quenelle ultime hein, pour ces mecs. Oui, un peu. Tu te retrouves exactement dans tout ce que tu détestes, mon gars. Tu sais, c'est un peu balaye devant ta porte avant de parler. Et c'est rigolo, ça. C'est vrai que Spielberg, ça a été une cible de choix pendant les années 80 et 90, quoi. Jusqu'à ce qu'il se décide à faire des grands films sur, sur l'esclavagisme. Grand film, Amistad. Grand film. Ah, ça c'est embarrassant. Spielberg a quand même pas mal de trucs assez embarrassants dans sa carrière. Bah il y a Hook aussi, il y a Indiana Jones 3 et 4, oui. Oh, le 3 non. Bah, moi, Ah, je. Ouais, c'est la grande vadrouille hein, le 3. ouais, mais je sais pas, c'est bien, ça me va. Mais moi, je l'ai vu en salle quand Mais j'étais petit, du coup, voilà, je suis. j'ai sou- Spielberg, Tuark, même combat, Hmm. sont des réalisateurs de génie. Voilà, ils sont dans une industrie. Quoi. Ils ont fait l'industrie aussi. Spielberg arrive à un moment où c'est lui qui faisait l'industrie. Moi, souvent, j'aime bien dire que de toute manière, les Marvel, c'est la conséquence logique de Spielberg et de Amblin, hein. Malheureux d'ailleurs. C'est Oui, oui. plus tu montes, plus tu vois, t'augmentes les doses, t'augmentes les doses, t'augmentes les doses. À un Non, moment, mais c'est vrai qu'il y a eu Spielberg Amblin. Ensuite, pareil, tu as eu donc Don Simpson, Jerry Bruckheimer, la Canon, tu sais, donc ça commençait à être du divertissement de plus en plus dégénéré en fait. Et maintenant, tu as les Marvel. ouais. Et dans quelques années, tu auras As comme dans Idiocratie. Non, enfin, As, ça ressemblerait plus à un film d'auteur français, hein. c'est pas faux. Des Godard. Tiens, Bah, puisqu'on parle de Brandt. bah oui, oui. Non, mais Quelqu'un qui peut m'expliquer comment Truffaut il est mort depuis 40 ans et ce connard il est encore vivant?
Bah, il faut faire vivre sa mémoire. C'est peut-être pour ça, c'est l'obsession de conserver ces espèces de figures qui sont bonnes, qui a donné leur nom à des parcs pourris dans des communes bidons, quoi. Mais bon, il paraît que Truffaut a compté, il paraît que Truffaut a fait des bons trucs. Moi, je suis assez allergique à tout ça, en fait. J'arrive pas, quoi. Surtout dans un monde où, bon, t'as des Mizumi, des Sergio Leone, des Tarantino et des Ringo Lam, hein. On n'est pas dans le même, on n'est pas dans la même ligue, là, hein. Et ben non, on est chez des mecs comment dire, qui se rappellent Au cinéma, qu'aller au cinéma, c'est aussi s'en payer une bonne tranche, quoi. Oui, Ah, c'est bon. ça. C'est à l'époque en France, bah, t'avais Truffaut et Godard, mais t'avais aussi Melville et Verneuil, C'est ça. qui c'est très bien parce que Verneuil, un des derniers films que j'ai vu, c'était un Verneuil et j'ai halluciné. Et c'était, bon, vous l'avez sans doute vu, vu que vous êtes vieux, vous l'avez sans doute vu. I comme Icare. Oui. Ouais, ouais. oui, mais ça fait trop longtemps, je m'en souviens pas de celui-ci. Et il est hallucinant ce film. Déjà, c'est JFK de Stone 12 ans en avance en fait. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose Ah de ouais, cet la ordre-là. même densité, quoi, ce côté film dossier plein à craquer. Et puis, est-ce que vous avez vu 7 jours en mai de Frankenheimer? Non, pas vu ça. Non, pas vu. Pareil, je vous recommande beaucoup. C'est avec Burt Lancaster et Burt Lancaster, Kirk Douglas. Et c'est un espèce de film où c'est une espèce d'histoire, une histoire à la Kennedy en fait. T'as un président qui essaye de signer un traité avec les Russes pour désarmer complètement l'arme nucléaire. Oui. Le général qui s'y oppose, c'est Burt Lancaster et Kirk Douglas, qui est l'aide de Burt Lancaster, découvre un complot pour et prendre le contrôle du gouvernement. C'est rigolo. Et C'est c'est, c'est la grande tristesse en France, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de. On n'a personne pour. Parce qu'il se passe énormément de choses en France depuis, allez, on va dire, une bonne dizaine d'années. À énormément de niveaux, la société française a changé, c'est hallucinant. Mais on n'a aucun film qui traite de ça. Moi, je suis choqué qu'on n'ait jamais eu de... Si, il y a eu Made in France C'était Boukrieff qui avait fait ça. Oui. Made in c'est ça. France. Euh, C'était cassé la gueule. ça, C'était c'est... cassé la gueule gentil. Eh oui, oui, parce qu'il y avait eu... il y avait eu quoi? Il y avait eu Sur le le Bataclan. Bataclan. Ouais, il y avait eu le Bataclan, du coup, ça avait repoussé la sortie, mais il y avait eu encore un autre truc, du coup, le machin, ils l'ont bazardé en VOD, quoi. Mais ça a été un des seuls films à traiter de ces questions en France, qui sont pas des trucs que tu prends par-dessus la jambe, c'est quand même des faits de société majeurs. C'est jamais traité en France, jamais, jamais, jamais. Et là où alors sans aucun spoil, mais quand Tarantino met les pieds dans le plat et va parler de la Manson Family, et sans en parler directement, mais quand tu fais le grand écart entre ce qui était le Hollywood et les États-Unis de la fin des années 60 et les États-Unis de 2019, c'est prodigieux en fait tout ce qui est dit dans le film sans être dit directement parce qu'on a les faits, on a la pratique et on a tous les événements qui ont suivi derrière. En France, on n'a rien de cet ordre-là aujourd'hui qui nous permettent pas comprendre mais mieux appréhender le monde dans lequel on vit. Ça, c'est déplorable, Non, quoi. en plus, en France, je vois pas vraiment de cinéastes qui pourraient faire ça actuellement. C'est-à-dire qu'à une époque, quand tu vois un truc comme La Haine ou Assassin et tout, tu te disais, bon, bah, ça pourrait être Casso qui s'en charge. Ouais. Mais actuellement, quand tu entends certaines déclarations de Kassovitz sur ce qui a pu se dérouler en France ces derniers mois, tu te dis, ouais, non, lui, il est plus là. En fait, il peut plus faire ce genre de film-là parce qu'il a, j'ai l'impression il a un peu retourné sa veste, en fait. Euh, Ah oui, c'est c'est surtout. peut-être une impression, hein, mais. Il s'est aussi bien fait niquer la gueule, ça. Il faut bien le. Bah, c'est depuis Assassin, hein, qui s'est tué. Il n'a pas supporté que les gens prennent mal sa provocation qui était Assassin, qui était une grosse provocation quand même. Et un film très intéressant que je me souviens à l'époque, je crois que j'étais allé le voir 2 fois en salle celui-là parce qu'il était assez marquant sur certaines scènes de violence notamment. Mais quand tu cherches à provoquer le monde et que ça a l'effet escompté, faut pas venir te plaindre derrière que les gens arrêtent de te sucer la bite, quoi. Comme il disait ouais, j'aurais pu faire la N2, mais j'ai choisi de faire autre chose.
Et mon gars, pense à Tarantino, hein. Il aurait pu faire Pulp Fiction 2, il a jamais fait Pulp Fiction 2 non plus. Il a essayé de se... Ah, mais surtout, en plus, au moment où on attendait Pulp Fiction 2, il fait Jackie Brown, qui est un film radicalement différent de Pulp Fiction et Reservoir Dogs, Ah oui, oui. justement. On reviendra dessus parce qu'avec Jonathan et Moussa, on va se faire une Tarantino dans pas longtemps. Mais le Tarantino, comme Scorsese, c'est un mec qui se réinvente à chaque film. C'est ça qui est hallucinant et qui ne renie jamais ce qu'il a fait avant. C'est-à-dire, il y a un dépassement, assimilation de ce qu'il a fait par la suite. Il se repose pas sur ses lauriers. À chaque fois, il repart sur une feuille blanche. Mais c'est toujours le même mec qui écrit, ça, tu le sais. Et tu sens aussi ses évolutions au fur et à mesure de sa carrière, quoi. Kassovitz, Kassovitz, il a eu ce rêve de gamin d'aller à Hollywood. Bah, il s'est fait casser le derche là-bas, comme il faut, comme tout le monde, comme tous ceux qui vont à Oui, Hollywood, c'est hein. vrai, il s'est battu avec Baboulinet. Ouais, ouais, ouais. Il a fait le sgeg avec Baboulinet. Baboulinet lui a fait comprendre que non, non, c'est moi le patron ici, c'est pas toi, quoi. Il a cru qu'il était en France, en fait, où, soi-disant, le pays où on respecte les réalisateurs, d'après Tarantino. C'est toujours bon de le rappeler, hein, parce que pour moi, la plus grosse fausse note de la carrière de Tarantino, c'est toute la partie française de Inglourious Bastard, quoi. Oui, Oh, putain, qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Ils Comment sont- il s'appelle le euh, Black Marcel. Marcel et oui, Marcel. Ouais. Marcel et Marcel. Machine, là. C'était qui déjà? C'était Mélanie Laurent, c'est ça? C'est Mélanie Laurent, ouais, ouais. La désagréable Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, elle serait pas capable de livrer une performance correcte pour sauver sa vie. Euh, oui. Oui. Je crois que c'est un bon résumé du jeu Je suis d'acteur. en train de me poser la question si je l'ai déjà vue convaincante dans un film. C'est vrai. Bah, en connasse désagréable, si elle est dans De battre mon cœur s'est arrêté. C'est Ah, la, c'était elle? ouais, c'est la meuf du gars de la mafia dont le père de Romain Duris, par lequel le père de Romain Duris s'est fait péter la gueule et lui, il va la niquer après ou un truc comme ça. Et en fait, elle joue toujours ses rôles de meuf qui tremble, désagréable, quoi. Et ça, elle sait bien le faire. Mais je pense que parce que elle jouait pas trop, quoi, en fait. Après, elle est peut-être très bien dans ce chef-d'œuvre qu'est La Rafle, mais je ne l'ai pas vu. Ah ouais. Ouais, L'autre gonzesse qui était dans Inglourious Basterds aussi. la Une française, fenêtre, celle qui joue dans Kill celle Bill qui aussi. fenêtre dans Mission Impossible 4. C'est doux. Branleuse. Ah, c'est doux, c'est Oui. doux, c'est doux. C'est doux, ouais, qui est dans la première scène, effectivement. Ah bah tu sens qu'il y a des connexions, faut avoir la carte, quoi. Et Léa, elle a la carte, hein, elle. D'ailleurs, elle fait un film où elle s'est mochie, là. Elle essaye de faire l'actrice, donc elle s'est faite moche pour un film. Ah, elle a fait son Monster. Voilà, Tu sais, voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Non mais Léa, t'es pas hyper canon à la base, en fait, c'est pas la peine de te mochir, hein. elle est pas vilaine. Non, elle est pas vilaine, mais comment dire, c'est un peu Juste- comme Jennifer Lawrence, quoi. Elle m'insupporte tellement qu'après, Oui, oui, je comprends. leur laideur intérieure, c'est le filtre à travers lesquels je les vois. C'est compliqué. Elle est quand même un peu fade, non? Ouais, alors, Ah non, physiquement. c'est sûr que oui, Facho, c'est pas un monstre en charisme, hein, ça, on est d'accord. Non, non, non. Mais va savoir, une fois de plus, peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va savoir comment l'utiliser. Allez savoir. Christelle. Elle se retrouve dans le dernier Kojima, là, a priori. Ah oui, c'est vrai qu'elle est dedans. Ah, Ah, ouais, 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 oui. ce casting improbable. Oui. Il y a Del Toro aussi dedans, il me semble. Il y a Del Toro, Il il y y a a Del Mats. Toro, Ouais, ouais, non, c'est. Ah, c'est Kojima, Oh, hein. rien, c'est super. Kojima, faut pas trop. J'en profite parce que Moussa il est pas, parce que Moussa c'est un archi fan de Kojima, mais bon, Kojima, hein, il mélange un peu n'importe quoi, il met du ketchup dans son yaourt nature, enfin on comprend pas tout le temps pourquoi. Mais c'est ce que j'aime bien chez lui aussi. Il Oui, a ce côté un peu, il a ce côté un peu savant fou qui teste plein de trucs. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais ça a le mérite d'avoir été tenté, quoi. exactement. Enfin, ça me le rend sympathique. Oui, oui. Ça, c'est marrant. Parce que il y a quelques mois, je me suis fait un de ses tout premiers jeux qui s'appelait Snatcher. C'est celui avec Rick Zemmertoff? Non. Parce il en a fait un jeu d'action textuelle, un peu action-aventure textuelle, où les deux persos principaux, c'est Rick Zemmertoff. Vraiment. Il y en a deux. Il y a Snatcher et Police Notes.
Ouais, bah ça doit être l'autre, ça doit être Police Notes avec Non, le Snatcher, c'est Blade Runner en jeu, en fait. C'est, tu joues un type qui a perdu sa mémoire, qui rejoint une agence qui enquête sur des crimes perpétrés par des réplicants, en fait. Les réplicants, c'est des Terminators déguisés en humains, quoi. Hmm. Et c'est vachement bien. Le port Sega CD est horrible. C'était quand même un jeu PC à la base, tu cliques sur des trucs. La manière dont ils ont incorporé ça sur les manettes Mega Drive, c'est de te forcer à cliquer sur des trucs dans un certain ordre avant de pouvoir avancer. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est d'un côté, c'est génial, de l'autre côté, c'est complètement ridicule. Ton partenaire, c'est un Metal Gear, un petit Metal Gear, et t'as un type qui devient ton pote, qui ressemble beaucoup à Sting dans Dune. Et je sais pas quoi, tu combats des mechas russes centenaires et tu finis par faire exploser une cité et ton Metal Gear il explose, il finit par être tout cassé. Ça ressemble à une Mega Drive. Ouais. Ah, non, mais Et tu disais quoi? C'était quoi comme type de jeu? C'était un point and click? C'est un point and click. Ah, Avec ok. puis t'as des passages horribles d'ailleurs où tu tires sur des robots. Mais pour jouer à ça avec la manette, c'est la misère. Ah non, les point and click à la manette, ouais, ça a toujours été un peu compliqué. ouais, j'ai jamais Mais testé d'ailleurs, les. ce que tu disais, tu comparais le jeu à Blade Runner, ça me faisait penser à justement à l'époque, enfin non, je crois que c'était un peu plus tard, c'était fin des années 90, qu'il y avait eu un point and click Blade Runner. Et si mes souvenirs sont bons, c'était en fait on incarnait un flic qui menait la même enquête que Descartes parallèlement en fait. Et Ah, le jeu était pas mal du tout. ouais, bah, s'il y avait bien un univers à exploiter, c'est celui de Blade Runner, quoi. Hein. Qui est bon. Bah, alors, une fois de plus, moi, je me cache jamais de mes sales dossiers, mais j'ai bien aimé le 2049. Parce que je pouvais éplucher mes patates pendant que je le regardais et faire complètement autre chose, répondre une connerie et envoyer des fions sur Facebook en même temps. Mais il y avait des trucs que j'avais trouvé intéressants dedans. J'aime bien la première scène, la toute première scène avec l'autre, la Batista, celui des Gardiens de la Galaxie, là, le gros balèze. Ah oui, c'est vrai qu'il est dedans. Ouais, la scène d'intro est pas mal avec lui. Il y a quelques scènes au milieu qui passent bien. Je sais pas, quelque chose qui est bien passé avec ce film. Peut-être parce que bah, je suis en manque de Mamoru Oshii aussi. Et il y a quelque chose qui me rappelait Oui, ça. peut-être ça. Bah, c'est vrai que moi, Blade Runner 2049, ouais, c'est à la simple évocation de ce titre, en fait, j'ai des images du Vietnam qui filent devant. Ah bon? T'as pas des moutons qui sautent plutôt? Parce que c'est un bon film pour pioncer, hein, ça. Y a Ah pas non, de- mais j'ai vraiment souffert. Ah, mais Hein, tu l'as vu en salle, toi. C'est vrai que je l'ai vu en salle, tu ouais. vas t'infliger un paquet de Je trucs me en suis salle, toi. tellement ennuyé en fait que j'essayais de m'endormir parce que c'était trop. Mais il y a cette bande son horrible, cette espèce de bruit marron comme dans South Park qui est insupportable et donc je me Ouais, mais dis ouais j'aurais pu sortir de la salle mais comme j'avais payé ma place non. tu vas encore dire du mal de celui qui a composé le meilleur thème de Superman. Non, mais sérieusement. Non, Ah mais- John Williams. non, non, non. Euh, J'ai entendu il y a pas longtemps le thème de Superman de John Williams et il a fallu que j'aille vite sur l'ordinateur pour changer parce que c'était tombé au pif dessus en random. Je dis non, non, pas ça. J'aime pas ce thème. Je sais pas pourquoi j'aime pas. Pour revenir à Kojima, Oui. je m'étais également refait, du coup, comme j'avais beaucoup aimé Snatcher, en dépit du fait que je ne pense pas que ce soit un bon jeu, en fait, je m'étais refait Metal Gear Solid le premier sur Ouais. PS1. Ouais. C'est hallucinant c'est hallucinant comme jeu, surtout à cette époque, en 97, où vraiment la seule compagnie qui écrivait des jeux comme ça, c'était Square Enix, et encore, enfin Squaresoft, excusez-moi. Ouais. À l'époque. Mais c'est hallucinant de complexité, quoi. T'as vraiment l'impression de regarder pas vraiment de regarder un film, mais t'as vraiment l'impression d'être dans une histoire de complot militaire américain à la JFK. Enfin, c'est d'une densité hallucinante. Et c'est un jeu où tu te demandes comment ils ont fait pour le faire rentrer dans ce système-là, quoi. De ouf. Bah, Sony était prêt à prendre beaucoup de risques à l'époque aussi. Donc à mettre du blé dans des trucs comme ça parce qu'ils avaient besoin de se créer une identité. Donc c'est là où on avait eu les Resident Evil et tout ça.
Et effectivement, alors moi j'ai jamais pu me blairer le premier Metal Gear parce que ça me gonflait à jouer. Je sais que tout le monde a toujours validé le gameplay du premier, notamment par les idées qu'il amenait et tout ce qui a été repris par la suite dans tous les jeux d'infiltration. Ça, je suis incapable de contredire ça, mais ça m'a toujours gonflé moi à jouer à ce jeu. Et Ah, je l'ai. moi, tu vois, c'est le contraire. Moi, c'est le contraire. Le gameplay dans le Metal Gear Solid, je n'arrive pas. Ouais, bah c'est pareil, moi, j'aime pas du tout. Hein. Alors, sauf le dernier, le MGS5, le gameplay, je trouve hallucinant. C'est un des. Mais moi, tout le truc de Metal Gear Solid, c'est qu'en dépit des problèmes de gameplay, et pareil que Snatcher en fait, en dépit des problèmes de gameplay, en dépit du fait qu'il y a un espèce d'humour complètement débile qui m'accroche pas particulièrement, en dépit du fait que c'est souvent quand même assez ridicule, j'ai besoin de voir où ça va. Ouais, ouais, je Il y a, comprends. il y Je comprends. a un suspense, une intensité, et puis il y a un vrai sens de mystère. Je pense qu'on a pas mal perdu en fait. Au niveau du jeu vidéo, tu veux dire? Seulement du jeu vidéo. Je sais pas, peut-être que c'est juste moi, peut-être que je suis déjà un con aigri, mais je ne joue plus à grand chose récemment, où d'un coup je me dis putain, je me demande ce qu'il y a là dans le niveau 2, où je me demande quelle surprise je vais avoir dans la deuxième demi-heure de film, tu vois. Ah, les derniers à avoir relancé la machine au niveau jeu vidéo et l'intérêt à ramener quelque chose de vraiment original, de toute façon, c'est From Software, quoi, et Miyazaki. Hein. Ah, je me suis fait tous les Dark Souls et Bloodborne. Ouais. Et- D'ailleurs, enfin, c'est pareil, ça c'est un truc de fou. Bloodborne, tu rentres dans le truc, t'as l'impression de jouer au Parc des loups, et puis tu te retrouves à combattre dans des cauchemars Lovecraftiens et à te taper contre des types qui portent des cages sur la tête. Fini dans Silent Hill, c'est un truc de ouf. c'est C'est Blood- Bloodborne, j'ai commencé ce jeu un soir, je me suis réveillé à 3 heures du matin après un cauchemar abominable, vraiment, je pouvais pas me rendormir. Je me suis levé, je suis allé brancher le truc, j'ai dit bon bah c'est le moment de lancer ce jeu. Et c'est collé avec MGS5, ça a été mes deux meilleures expériences vidéoludiques des 5, 6, 7, 8, 10 dernières années, quoi. C'est hallucinant. Et j'arrive pas à faire Sekiro, parce que j'arrive plus à me poser sur un jeu vidéo depuis quelques temps. Mais je sais que toi, Aurélien, tu l'as fait Sekiro, du coup? Alors en fait, je l'ai commencé, mais j'ai pas terminé parce que je suis pas un gros gamer en fait. Ouais, ça bouffe du Et, temps. là pour le coup, j'ai pas le niveau, donc ça me prenait énormément de temps. Genre j'ai fait un boss et un semi-boss. Je crois que le semi-boss il m'a pris 4 heures, le boss il m'a pris genre 6-7 heures. À un moment je me suis dit ouais, mais ce jeu, si je continue à y jouer, je vais sacrifier tout mon temps en fait pour ce jeu. Et mais donc je me suis dit, il vaudrait peut-être mieux que j'arrête parce que c'est sinon je vais complet. m'enfermer dedans, quoi. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. C'est Bloodborne, j'avais mis du temps, moi, à m'y mettre. Je me prenais rousse sur rousse sur rousse sur rousse. Et puis, à un moment, tu comprends le truc. Dire la première passe du jeu vidéo, j'ai dû la faire en 3 semaines. La deuxième, je l'ai faite en 1 semaine. Et la troisième, je l'ai faite en 3 jours. Moi, je crois que j'ai fait le jeu en 3 jours. Mais Ah oui, non, mais t'es violent, par toi. contre, il m'était arrivé un truc avec Bloodborne, j'ai cru que j'allais devenir fou. Euh, le monde, il évolue selon quel boss tu tues en premier. Et t'as tout un moment, à un moment donné, à la moitié du jeu, où la courbe de difficulté, elle monte en flèche, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf, ça monte d'un coup. Laisse tomber, quoi. Eh, Et bah, où t'as des types avec des sacs qui commencent à se promener. oui, 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 oui. Ils te butent pas, en fait, ils t'amènent dans une prison. Ouais, et la prison pour en sortir, c'est la merde. Exactement. Ah ben alors, du coup, qu'il y avait un checkpoint pas loin. Et j'explore, et puis je trouve ce boss en fin de niveau. Je me dis, bon, ouais, faut sans doute que je nique ce boss avant de pouvoir partir. Tellement dur que j'ai utilisé toutes mes potions, j'ai utilisé toutes mes balles, j'ai cassé mon arme. J'ai tué ce boss à coups de poing. Ah, tu l'as fini? T'as réussi à l'avoir? Et puis après, je suis revenu en arrière, je me suis rendu compte qu'il y avait un checkpoint, j'étais pas très content. Ah bah merde. Euh, non, mais Bloodborne, c'est quand même une expérience assez unique. Hein, ça, j'ai même pas envie qu'il y ait un 2. Je me dis, non, mais le un c'était parfait. J'aimerais bien qu'il y ait un 2, mais le un était tellement parfait que je peux rester là-dessus. Je peux limite plus jamais faire de jeux vidéo de toute ma vie. Ça me gênera pas. Euh, Mais je pensais à Sekiro, là j'ai vu cette année, enfin de loin donc je suis pas trop au courant, mais je crois qu'il y a un autre jeu Shambhala là, qui sort
Je crois que c'est Ghost of Ouais. Tsukishima ou un truc comme ça, qui est apparemment Oui, plus. plus dans un délire de jeu en monde ouvert, un peu à la Red Dead Redemption, mais version Shambhala. Enfin, en tout cas, vu ce que j'ai pu voir, en tout cas. Je sais pas ce que ça va donner, je connais pas très bien le studio qui fait ça. Je sais pas, mais en tout cas, là, il y a Elden Ring qui a été annoncé. D'abord avec Georges R. Martin, ça devrait être quelque chose quand même. Ah ok, je connais pas non plus. C'est- Ah, j'entends plus rien. Là, les gars, ouais. Allô? Ouais, j'entends plus rien, je vais déconnecter, Ouais, allô? Mais qu'est-ce qui se passe? J'entendais plus rien. Il a fallu que je déconnecte. Ah, c'est les petits soucis à chaque fois avec Discord de toute façon. Désolé, j'ai eu une petite coupure. Ah, je les ai perdus. On est là, on est là. Ah, ouf. Ah, damned. Désolé. Je suis là, je Le, sais pas, il me pas si semble, Aurélien est... il a peut-être dû relancer, je suis pas sûr. Oui, Comment? ah, si, il est là. C'est bon. Ouais, ouais. Alors, il me semble que Ghost of Tsuki, je sais plus trop quoi, il me semble. Je sais pas si c'est pas ceux qui avaient fait Infamous à l'époque sur PS3 là. Punch. Il me semble que c'est eux. Mais oui, il y avait eu plusieurs projets un peu comme ça avec des samouraïs et des sabres qui étaient proposés, mais après l'approche que From Software ils ont eu avec Sekiro est assez hallucinante quoi, parce que enfin, je crois que j'ai jamais eu un jeu où les sensations du combat de sabre elles étaient aussi puissantes quoi. C'est assez ouf quoi. Je m'en veux de pas arriver à me poser dessus, hein. Je m'en veux vraiment. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, les enjeux du combat, oui, tu les ressens bien, quoi. Tu te dis, ouais, si je foire mon timing d'une seconde, je suis mort. Donc, ouais, ouais, sur ça, il y a vraiment un côté très, très voilà, adrénalinisant, on dira. Ouais, non, mais c'est de toute façon, ça a toujours été le truc sur les jeux From Software, Software où t'as l'impression d'y jouer un petit peu ta vie quand t'es contre un boss, quoi. Parce que t'as Ouais, c'est aussi, t'as toute la musique, t'as tous ces trucs qui se mettent en branle aussi au moment où tu entames un combat de boss, c'est ouf, quoi. Là où Bloodborne, tout le long, t'as pas de musique, en fait, tant que t'es pas sur un boss. La seule musique que t'as, bah, c'est le bruit de tes pas sur le sol, hein, c'est le cœur qui fait battre le jeu. Il y a quelque chose de très intéressant au niveau du jeu vidéo, je trouve, avec ça. Euh, si tu prends au sérieux les enjeux qui sont dans le jeu, tu peux te dire qu'il te suffit de poser la manette pour laisser ce monde tranquille et tout ira bien. Si toi t'arrêtes d'y jouer. C'est ton implication en tant que joueur et c'est ce qui fait bouger le jeu et c'est ce qui amène le bordel et tout ça. Il te suffirait de rien faire pour finir le jeu. C'est sur un Dark Souls, j'ai un de mes potes qui a fait le jeu je ne sais pas combien de fois sur le premier. Et la dernière passe qu'il a faite, mais il en a fait beaucoup hein, lui aussi sur le jeu, il en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la toute dernière où il a dit là j'arrête, il s'est arrêté juste avant un combat contre un boss où c'est Amaterasu de Okami, quoi. Tu te bats contre un loup géant. Et il a dit, bah non. Comment? il fait bien chier celui-là, tiens. Oui, oui. Bah, lui a dit je refuse de me battre contre lui, je pose la manette et j'arrête le jeu là. Pour moi, l'histoire s'arrête ici. Il y a cette implication narrative que tu peux avoir en tant que joueur qui est une des grosses forces du jeu vidéo et qui est très peu souvent exploitée, je trouve. Mais dans MGS5, moi j'ai retrouvé des choses comme ça, quoi. Où en fonction de comme tu joues, il y a des choses qui vont se modifier, notamment l'apparence de ton personnage avec son débris dans la tronche qui fait comme une corne et qui sort de plus en plus au fur et à mesure où tu tues des mecs, quoi. Plus tu tues de mecs, plus ton apparence de démon est visible, quoi. Il y a encore des choses à faire avec le jeu vidéo. Le seul problème, c'est que ça demande Ouais, mais c'est énormément comme de aussi, temps. il y avait un jeu qui était intéressant aussi, enfin, je trouve ça, par rapport à ça, c'est Nier Automata.
Oui, oui. euh, qui justement, c'est un jeu, tu as le premier run en fait, où tu interprètes, tu incarnes un personnage, donc il y a les personnages féminins emblématiques du jeu. Et selon en fait ce que tu fais durant ce scénario, ça va influer sur la suite du jeu. C'est-à-dire que le premier jeu où tu incarnes la meuf, il se termine, t'as le générique de fin. Et ensuite, tu as accès à la suite où tu incarnes un autre personnage qui est finalement qui est un peu ton sidekick dans la première partie. Ouais, Et en fait, tu refais la même aventure avec ce personnage secondaire qui devient le personnage principal, mais sauf que c'est pas le même jeu, parce que c'est pas les mêmes actions. Par exemple, des passages où le personnage que tu as incarné dans ta première partie se battait au sol, bah, tu avais son pote qui lui était en train de se battre dans les airs dans un véhicule. Donc là, tu contrôles le véhicule, donc c'est plus du tout la même mission. mm, Et selon ce que tu as fait dans ta partie, bah, ça influe un peu dans ta première partie, bien sûr, ça va influer sur l'histoire de la relecture qui est la deuxième partie. Et je trouvais ça plutôt bien géré. carrément. Et ben, pareil, je l'ai dans ma pile de jeux qu'on m'a passé, que j'arrive pas à me poser dessus, mais et où je m'en veux aussi de pas le faire, parce que effectivement, ça En a plus, l'air d'avoir été si t'es un. en manque, si t'es en manque de cyberpunk façon Ghost in the Shell, tout ça, Ouais. c'est le jeu qu'il te faut. Le monde a l'air assez dévasté quand même dans Nier Automata. Ouais, le monde est assez dévasté, mais après, c'est vrai que ça développe pas mal de problématiques et de questionnements qui sont ceux des films de Hoshi, mais d'une façon un peu différente. Enfin, c'est intéressant. Le monde est souvent dévasté dans les jeux de From Software aussi. Ah oui, 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 ouais, juste From Software, ouais, tu t'es en plein enfer, hein. En tout cas, tous les Dark Souls Et, et Bloodborne. ce qui est curieux, en fait, meilleure expérience avec les jeux de From Software, c'est sans doute de leurs moins bons jeux, en fait. Qui n'est pas, euh, qui n'est pas bon, soyons Le, clairs. lequel? Il n'est pas bon du tout. Mais de quel jeu tu parles? Souls 2. Ah, Dark Souls. Alors, une fois de plus, je les ai pas fait. Je l'avais commencé, mais j'ai eu des échos différents. Je sais qu'il y en a qui l'ont mal pris, et mon avocat lyonnais, lui, l'a parfaitement intégré au reste, notamment en voyant ce qui ensuite a été repris dans Dark Souls 3 et qu'ils ont même repris dans Bloodborne. Mais pourquoi toi tu le juges vraiment pas bon celui-là? Pas bon. Enfin, je veux dire, il commence très bien. Tu as des niveaux qui sont superbes au début. C'est une putain de succession de niveaux avec du poison partout et des trucs de merde comme ça. C'est super chiant. Le level design, il est souvent paresseux. Avant, mais à côté de ça, t'as des moments qui surnagent. Tu fais, mais putain, mais si tout le jeu il était comme ça, ce serait le meilleur des trois, quoi. À un moment donné, je crois que c'est un des add-ons où tu es dans une espèce de tour, tu descends une espèce de tour qui est au-dessus d'une montagne et au-dessus de la montagne, tu peux voir tout le monde et c'est de la cendre en fait. Tout est de la cendre et de la lave et du magma. Et tu descends tout en bas de cette tour qui est une espèce de gigantesque arène où, pareil, il n'y a que du sable et de la cendre. Est un espèce de mec de 6 mètres qui sort de la cendre avec un sabre qui fait 4 fois ta taille et il te déboîte ta bouche, fondamentalement. Et la plupart des gens qui ont joué à ce jeu, ils considèrent que c'est le boss le plus dur du jeu. Oui, ce que j'ai Et compris, j'y ai le passé 3, le 2 était peut-être le plus difficile au niveau de certains boss, notamment des DLC, ça j'avais entendu. ce DLC, il est assez hardcore. Et j'y ai passé des heures. Vraiment des heures. Parce que je suis pas très bon aux jeux vidéo, je suis assez mauvais. Moi aussi. Le truc avec les Dark Souls, c'est qu'il te donnait souvent une option pour pouvoir justement outrepasser ça. Vocation, ça qui te permet un petit peu de trivialiser les combats de boss. Et puis t'as des techniques, tu vois, tu peux jouer au bouclier. Le bouclier, ça va être pas mal. Mais alors lui, c'est pas la peine. Lui, t'essaies d'y aller avec un bouclier, il va te le faire manger, quoi. C'est pas possible. Et j'arrivais pas, quoi, j'arrivais pas. Et le jeu, il m'a forcé à complètement réinventer mon style de jeu. T'y allais à Après des... poil. T'y allais à poil. Ah, Au bout d'un moment, mieux vaut y aller sans armure, hein, et sans bouclier. je suis allé hyper léger avec un gros sabre. Et puis voilà, j'esquivais partout, quoi. J'ai appris le rythme du truc par cœur, quoi. Puis Hmm. quand j'ai réussi, mais putain, mais quand j'ai réussi, j'étais le,
la sensation, quoi. J'étais sous drogue, quoi. Ah oui, oui, moi je crois que sur mon compte Dailymotion, parce que tu sais, tu peux les brancher avec la PlayStation, j'avais fait un... Non, sur mon compte, sur un de mes comptes YouTube. J'ai foutu une vidéo contre un des boss de Bloodborne, un de ceux des donjons, tu sais, où tu descends à chaque fois, là. Et Moi, c'est... ça, je trouvais ça horrible, perso. Ah ouais, c'était toujours les mêmes trucs, mais à la fin, quand t'arrives au bout des trucs, des donjons Calice, t'as un boss qui, par rapport au lore et tout ça, c'est quand même assez intéressant. Et le boss est super cool à faire. Et je sais qu'il y en a un, c'était Monstre, la bête. Ah, je sais plus, Euh, mais elle avait un nom à la con. la bête, oui, je vois celui Un qui est espèce. fausseux, là, avec l'orage qui sort de sa bouche, là. Oui, oui, et qui t'envoie des patates, ça envoie des tornades. Et lui, j'ai Ça, galéré comme un porc sur celui-là, mais une fois que je l'ai battu, putain, le bonheur, quoi. mm, C'est les sensations de toute façon des jeux From Software quand t'arrives à plier un boss, t'es quand même un peu fier de toi, même si bon, en fait, t'en as chié pendant des heures, t'as fait 70 essais, il y en a un qui est passé, tu dis ah je suis trop bon, mais Ah, ouais, après aussi, des fois, il y a des trucs qui sont super frustrants. Moi, je sais, ça m'avait fait ça sur Sekiro, mais en même temps, c'est le seul From Software que j'ai essayé. C'est le moment où tu as bien galéré face à un boss, tu as à peu près compris un peu sa rythmique, ses enchaînements et tout, et tu te dis, bon, là, j'y vais, je vais pouvoir le fumer. Et à ce moment-là, tu as la caméra qui fait n'importe quoi. Genre, tu n'arrives plus à voir ton personnage parce qu'elle est en train de filmer un mur dans lequel elle est coincée et tu te fais éclater. Et ça m'est arrivé quelques fois, c'était frustrant, je dois avouer. il me Assez semble que rageant. c'est le moteur de jeu, je crois qu'ils sont toujours sur Avoc, sur Sekiro. ça, Et Avoc, moi, c'est un moteur de jeu que j'ai découvert avec le Star Wars Force Unleashed, là où t'es censé jouer l'apprenti de Dark Vador ou un truc comme ça. Et ça a été un festival de caméras qui se plantent dans les murs où j'y comprenais rien, c'était l'enfer. Et là, pour moi, j'ai mis un marqueur, j'ai dit Avoc, ça va être l'enfer. Et From Software Euh, l'utilise à l'infini, ça. ça, je me dis, sur des jeux aussi punitifs, c'est peut-être pas la meilleure idée, en fait. C'est clair, c'est clair. Mais on va dire que ça fait partie de la difficulté du jeu aussi. Tu te bats contre le jeu lui-même, contre son moteur interne Mm. pour arriver à t'en sortir. Et putain, encore pire, hein, dans ces putains de jeux, c'est qu'à un moment, t'as réussi à capter le pattern du boss, tu l'entames, sauf que il a un deuxième pattern, et puis il en a un troisième. Et, et dans c'est les. exact, je Et dans. sais exactement duquel tu parles. Ouais? Exactement, le putain de con sur son dragon, là. Dans lequel? Dans lequel? Le roi sans nom, un truc comme ça. Ah, je l'ai pas fait celui-là. Je l'ai pas fait. Moi, Et ça me l'a fait sur Ludwig. Sur Ludwig, c'est un quand j'ai fait. Ah ouais, c'était l'enfer. La deuxième passe, en plus, avec les New Game Plus, quand t'es à ton quatrième New Game Plus, la difficulté monte encore. Et les patterns sont de plus en plus. T'en as des nouveaux, t'as des nouveaux trucs qui apparaissent comme ça. Tu fais, mais comment? Qu'est-ce qui me sort ça d'un coup? Pour Ludwig, c'était la fin de Bloodborne pour moi. Parce que j'ai fait quasiment tout le jeu. Ensuite, je suis allé au DLC. Il est dur le Et DLC. Ludwig, il m'a pété la bouche. Et- Et en fait, je fais, est-ce que ça devient plus dur? Puis il y a un type qui m'a envoyé la vidéo de l'orphelin de Cause. Je fais, allez hop, c'est bon, laisse-moi tranquille. Ah, tu les as pas fait? J'ai fini. Tombé. C'est bon. 7 heures, Ludwig. Faut arrêter les conneries quand même. Mais après, des fois, poser. C'est-à-dire que moi, j'avais entendu des histoires d'horreur, tu sais, sur ce boss dans le premier, les 4 rois. Ouais, oui. Et apparemment, c'était un des boss les plus durs du jeu. Je suis oh putain, laisse tomber, quoi. Déjà que je m'en chie, putain. Euh, et j'arrive, et j'ai mon armure, j'ai mon sabre, et je joue avec un gros bourrin, avec un bouclier, une armure plus grosse que moi. Et je commence à taper le type, et il me balance un coup d'épée. Je l'ai vu venir, je fais c'est bon, je suis fait, laisse tomber, je suis fini, il va me casser la bouche. Ça ne m'a rien fait, ça m'a même pas effleuré. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, l'armure que j'avais, le type de dégâts qu'il faisait. Ouais, c'est un des trucs moi qui m'a gonflé sur les Dark Souls justement. C'est toute cette customisation. Moi j'aimais bien Bloodborne justement parce que t'avais ton arme et t'avais ton arme, point. Tu pouvais l'améliorer et tout ça, mais t'as un niveau max, après tu peux plus rien faire. Moi ça me correspondait bien ça. Et quand il faut aller dans le côté plus jeu de rôle où tu vas aller foutre les magies, les enchantements, les trucs comme ça,
Je me dis, il y a trop de facteurs, ça va il va falloir que j'apprenne, que je comprenne tout, parce que j'ai du mal à faire un truc si je comprends pas tout. J'ai ce petit problème un peu d'autiste, mais je préfère abandonner des fois, et ça m'a fait ça. Mais effectivement, il y a pas mal de moments où t'as des gars, tu crois qu'il va te tuer, mais en fait, il te tape dessus, tu lui dis, bah gratte-moi le dos, ça fera peut-être plus d'effet, quoi. Compliqué ces putains de trucs, compliqué. Et j'aimerais... Sinon, Vas-y, je t'en prie. non, je pensais à un jeu en fait qui, je crois que c'est pas From Software, mais c'est dans le même genre. C'est Nioh. Je sais pas, vous l'avez fait celui-ci? Parce que moi, c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup pour une simple raison, Il y a des Ah, c'est sabres. que non, c'est que apparemment, même s'ils ont pris beaucoup de liberté et qu'ils sont partis dans un tout autre délire, à la base, le jeu c'est ouais. basé sur un script abandonné de Kurosawa qui s'appelle Oni, où voilà, ils ont repris vraiment la base, mais ensuite ils ont développé ça sur un truc beaucoup plus fantasy, tout ça. Et donc rien que pour ça, je serais curieux de l'essayer. Je l'ai pas fait, j'en ai entendu. Bah, c'était la concurrence à Dark Souls à l'époque. C'était le seul concurrent qu'il y avait à From Software. Je crois ça. Et c'est pas From Disons, Software du coup. si t'en as chié avec From Software, Oui? Ah, je c'est t'entends du... plus. si t'en as chié avec From Software, tu vas pas aller bien loin dans Nioh. C'est d'une Oh difficulté non, mais ça, un peu grande. je vais me contenter de regarder des let's play en Eh fait. oui, mais c'est la team Ninja, c'est pour ça aussi. C'est J'ai la- joué, c'est des j'ai joué quoi, violents. 4 heures, je me suis arraché les cheveux. Sans déconner, j'en pouvais plus. Eh oui, mais bon, c'est les mecs qui ont fait les Ninja Gaiden et tout ça, donc Ah oui, d'accord. Ouais. C'est voilà. pareil, putain, je rejouais à l'original sur la NES l'autre coup, mais putain, mais sans déconner, quoi. Eh, Ah, c'est hardcore. Ouais, pareil, j'ai refait ça il y a pas longtemps, oui. Ouh. T'es un type qui est sur une plateforme, qui couvre l'ensemble de la plateforme, tu dois sauter sur cette plateforme pour avancer, mais il a une mitraillette. Tu sautes, il te tire dessus, tu tombes. les bons jeux 8 bits de l'époque, à difficulté insurmontable. Ah, Les c'est jeux- Scénario les 2. jeux, il faut vraiment avoir un timing parfait, quoi. Je veux dire, c'est au poil de, c'est à la milliseconde près, des fois, t'as l'impression, ce genre de jeu. C'est trop. C'est moi, ça me dépasse. Je sais pas, enfin, j'arrive pas. Euh, les jeux Shinobi sur Mega Drive, Aiden, je comprends pas. Shinobi sur Mega Drive, le 3 là, où tu fais les invocations, où t'as un loup? Euh, C'est C'en plus c'en sans a un doute, dans Shinobi? les Shinobi. Je me souviens plus. Et il y en Oh, avait c'est un où... Shadow Dance. Oui, Shadow Dancer, mais c'était pas un Shinobi ça? C'était pas Shinobi 3 ou un truc dans le genre? Oh, c'est plus ou moins la même chose, mais. Ah, c'était des Ah, galères. De toute façon, c'était des galères, tous ces jeux, hein, tous ces vieux jeux où la difficulté, elle était complètement pétée. Bah, C'était en un... même temps, c'était le principe du jeu d'arcade, quoi. Fallait remplir la machine de sous-sous, quoi. Donc, C'est les jeux étaient difficiles. c'est vrai, c'est vrai. Je crois que j'avais fini lesquels en arcade? Je crois que j'ai fini Final Fight en arcade avec mon frère. Il y a... dur, hein. Ouais, c'était dur, ouais, fallait, bah, tu sais que t'allais y passer tout le pognon de ton été dedans, mais bon, en même temps. Ah ouais, mais c'est Euh, ça, moi je me souviens d'avoir passé tout le pognon d'un été dans du Metal Slug 2. Mais, Que j'avais fini par le torcher, mais en même temps, je crois que j'ai fait ça que tout l'été quasiment. Enfin, ah, mais c'était les bons jeux d'arcade, ça, où je me souviens, alors il y avait un beat'em all Simpson où tu pouvais jouer à 4, il y avait un Tortue Ninja où tu pouvais jouer à 4 aussi en arcade, et qui était beau en plus, qui avait des super animations et des sprites magnifiques. euh, Et les vieilles bornes, justement, où t'avais 4 sticks, t'avais moyen de te caler à 4 dessus, quoi. Ça, c'était cool. De la bonne coop locale. j'ai fini ce matin, pour la première fois, après des mois de tentatives, Pachi. Ok, Euh, c'est un shoot? euh, ouais, tu sais, c'est un de ces jeux où le boss de fin, il couvre tout l'écran de ah balles. Les C'est manic là, shooters, un espèce de manic shooter. Ouais, ouais. j'étais en sueur. J'étais en sueur. J'en pouvais Oui, plus. bah tu m'étonnes. Ça, c'est les fous qui font ces jeux. Ça va? Ça va, toi? Sinon? oui, les bons jeux schmup. Oui, c'est ça. Mais une fois de plus, mon avocat lyonnais, lui, il est red dingue de ça. Du coup, je comprends pas. Mais c'est comme les mecs, tu vois, qui sont à donf sur certains trucs de plateforme, sur les Super Meat Boy et les trucs où faut être au poil de cul. J'avoue que moi, à un moment, je décroche parce que je me dis,
c'est pas compliqué. Hein. J'aime bien faire exploser des trucs avec un vaisseau, quoi. Je comprends. Ça me pose pas de- Ah, Euh, oui, ça je peux comprendre. Comme Dononpachi qui sont très exigeants, ça devient très satisfaisant quand tu arrives à survivre plus de 5 secondes. Euh, et c'est Musha à l'Est sur Mega Drive. Et celui-là, ce qui est mortel, c'est que déjà, t'es pas dans un vaisseau, t'es dans une espèce de méca. Ouais. Et t'as un mode de tir normal. Et tu ramasses des power-ups. Des power-ups consécutifs de la même couleur. Ton power-up, il devient de plus en plus puissant. Et tu récupères des orbes qui font que ton tir, il se multiplie. Tu peux arriver jusqu'à 5 ou 6 tirs, en fait. C'est un truc, ça devient assez énorme. Et ça devient vraiment satisfaisant. Plus tu deviens puissant, vraiment, t'as l'impression d'être intouchable, quoi. Et ça, c'est vraiment sensation unique, quoi. Les shoots, c'est quand même beaucoup de bonheur, les shoots them up, très Ouais. difficiles, mais et je comprends cette histoire de satisfaction quand tu arrives à bousiller tout le monde et quand tu power up, tu power up et tu power up. C'est ce qui m'a tenu moi aussi des mois sur Binding of Isaac, hein, qui est quand même un sacré putain de jeu, qui ressemble des fois plus à un shoot them up qu'à un Zelda, parce que tu passes ton temps à tirer, mais grand jeu également. Ah, dans le genre, récemment, j'avais découvert un truc, bon, c'est considéré comme un petit classique, mais je ne connaissais pas, et qui est vachement original, même si c'est très dur, parce que bon, ça reste un shmup. C'est Poki et Rocky, où en fait, pour le coup, c'est pas du tout du shoot 'em up où tu pilotes un vaisseau, mais là, tu pilotes en fait une Onmyoji et un Tanuki. Et donc ça se déroule dans un univers de Japon médiéval fantastique où en fait donc tu as la chasseuse de yokai et son Tanuki domestique qui a des super pouvoirs. Et Ok. donc tu traverses des décors, des espèces de campagnes japonaises ou de petits villages japonais et tu affrontes donc tout plein de yokai, dont des yokai géants qui font tout l'écran, qui t'envoient 3 tonnes de pouvoir parce que ça reste un shoot 'em up, mais avec un contexte assez original et surtout un univers graphique très joli, très agréable, Bah, qui contraste avec la difficulté du truc d'ailleurs. oui, je vois lequel c'est. Je vois lequel c'est. Tu devrais tenter The Legend of the Mystical Ninja. Oula. Comme Oui, je Barry Goemon, connais. Oui, oui. aussi de la même compagnie qui a fait Pokéyoriki, tu devrais tenter Wild Guns. Ça, c'est un truc de malade mental. C'est un, Lequel? c'est c'est un gallery shooter, Wild Guns, c'est Far West. Oui, je le connais. Oui. Et tu joues un type qui s'appelle Clint. Mhm. Mhm. Tu te bats contre des robots géants. C'est fou, quoi. Et Ouais, c'est. non, c'est fou, mais là aussi, par contre, ouais, ça demande de la patience, c'est punitif, quoi. Ben, Mais en- J'y joue depuis un an, j'ai à peine maîtrisé le premier niveau, là. Donc, la, ouais, j'ai jamais passé le premier niveau, oui, pareil. la violence de ces jeux. Bah, en plus, l'époque Super Nintendo, pour moi, c'est un moment où il y a eu une sorte de zénith au niveau esthétique par rapport à bah, toute la vieille esthétique des sprites et des jeux vidéo, quoi. C'était vraiment magnifique ce qui te sortait, quoi. Quand tu vois que un des premiers jeux de la Super Nintendo, c'était Super Mario World, qui est peut-être le meilleur Super Mario qui a été fait. oh, Euh, attends, Yoshi's Quoique le Island. Super Mario 3 sur NES était très bon aussi. Ouais, mais il est terne, il a les couleurs de la NES. Le jeu est bien, mais au niveau des couleurs, de l'esthétique, des sprites, il y a un truc que dans Super Mario World, t'as pas. Après Yoshi Island, j'ai pas fait celui-là. Je n'ai pas fait. Très sympa aussi, Yoshi Island. Super Mario RPG? Yoshi Island. Yoshi Island, ouais. Vous avez jamais fait le Super Mario RPG? RPG, Ah si, je non, l'avais jamais. commencé. Je l'avais commencé bah, par Squaresoft. C'est génial ce jeu. Ouais, il était cool, ouais. Il était cool, Ah, faut que je me effectivement. chope ça. Tiens. Ouais, franchement, il est super sympa. C'est complètement débile, hein. Ah, mais c'est bien joué. C'est vraiment bien joué, quoi, C'est pour le coup. superbe. Et, et puis je crois en plus je crois que c'est un des premiers jeux 3D sur console en fait. C'était l'époque où ils avaient. Ouais, où ils testaient des trucs en 3D, effectivement. Effectivement. Et qui je me Ça date rappelle de plus quelle qui. époque, ce Super Mario RPG? Euh, 96. C'est sur la fin de la Super NES en fait. Ouais. Ouais, ça doit être Ok. 96-97, un truc comme ça. Attends. C'est J'ai- 96. Ouais, c'est ça. 9 mars 1996.
On est parti Ah des non, ça, Chinois et on est parti des Chinois et on a fini sur les Japonais. C'est quand même, on a fait, ouais, on a- en passant par les Canadiens. en passant par les Canadiens, on a Et les, qu'est-ce et les Mexicains. on a eu quelques. Ouais, on a évité quelques. On n'a pas parlé de Rodriguez, bravo. Non, bien, bien, bien. On a fait un bon truc. J'essaye de réduire le machin à une. Là, on est quasiment à 1h40. Donc, je me dis 1h40, ça va en format. S'il y en a qui ont réussi à tenir jusqu'au bout, bravo les gars. C'est que peut-être vous vous faites chier, c'est pour ça que vous avez écouté. Et tant mieux. Euh, On va mettre ça en pause pour cette fois. De toute façon, ça sera repris à un autre moment, d'une autre manière. Et en plus, il y a une envie de pisser assez phénoménale. Et vu qu'on fait tout en une seule prise, c'est difficile de couper. Donc, merci à vous si vous avez écouté. Merci à mes camarades d'avoir été là. Et Bah, puis, merci. on se dit Merci à à vous. très bientôt. Et des bisous. Allez voir des bons films. Il y a des trucs bien en ce moment. Donc, profitez-en. À la prochaine. Ciao.